Ça enregistre, vous êtes prêts ? Allez, prêt. Je note un truc, je me rappellerai ce que c'est. Le métal. Non, même pas en plus. Ouais, il a fait un jeu de mots sur ton prénom. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je peux leur faire 3-4 fois celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, l'intro. D'accord. Bocal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bocal, le podcast qui parle rémois. Je suis Sébastien et je reçois ici chaque mois deux rémois ou rémoises pour discuter de leur vie, leurs projets, de leur rapport avec la ville des Sacres. Alors je ne suis pas journaliste, il ne s'agit pas d'un interview, parce que je dis un interview, mais plutôt d'une discussion entre personnes passionnées. Alors installez-vous confortablement, laissez-moi vous emmener dans l'univers de Bocal avec mes deux invités du jour, Grégory Sacré et Paul Clouzet. Bocal. J'avais une question, est-ce que vous vous connaissez, mais je crois que... on a répondu en off, mais vous pouvez peut-être... Ouais, on va le redire. En fait, on se connaît un petit peu, on se connaît de vue, mais on se connaît pas vraiment. Et c'est parce qu'on se voyait. En fait, on a fait remonter l'histoire. Voilà. J'étais il y a longtemps vendeur de jeux vidéo à la Fnac, près d'Ikea. Et j'avais un très bon client qui, je pense, était Grégory. Après, je peux confondre. Mais il me semblait, j'étais toujours identifié assez facilement. Et donc, je pense qu'on s'est croisés plein de fois sans qu'on le sache. Donc là, quand on s'est vu, on a fait Voilà. mais c'est toi. C'est ça. Grégory Sacré, graphiste, créateur d'affiches, de jaquettes de DVD, réalisateur. Je résume très succinctement. Ouais, vas-y. Paul Clouzet, créateur de contenu, vidéaste, youtubeur. J'avais une première question. Est-ce que tu as trouvé la pièce de ta garde-robe ? Qu'est-ce que c'est cette question ? Quand je t'ai pris en photo, tu étais à la recherche de... Justement, tu voulais un peu renouveler ton style et tu étais à la recherche de la pièce qui définirait un peu ton... Ah oui, genre ton style. comme la chemise jaune du JDG, quoi. Ouais, Comme ça. exactement. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, non, plus le temps a passé, moins je suis apparu. Parce qu'avant, j'apparaissais au moins en introduction de mes vidéos. Mais là, c'est quelque chose que je fais encore moins en moins. Donc non. Écoute, ce qui m'inspire, j'aimerais bien ressembler un peu à Ace Ventura dans l'esprit, tu vois. La même chemise que le JDG, au final. Ouais, c'est ça, un peu l'esprit chemise d'affaires. Mais en fait, pour tout te dire, il m'est arrivé une tragédie cet été. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais Tu peux. j'ai fait un voyage en Albanie et nous avons été dans une auberge avec des punaises de lit. Ah, Du coup, on a dû tout jeter. Voilà. oui, là, c'est... Il a plus d'habits. C'est pour ça qu'il y aura un slip d'ailleurs. Et voilà, là, vous ne laissez pas, bam, mais je suis dans mon simple appareil. Ça me rassure au moins s'il y a il y a une vraie raison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour ce que vous faites ? Oh non, pas du tout. Non, c'est assez. Vous faites rien d'autre, de toute façon. Ah non, Ça se résume assez peu. en fait, je pense que toi aussi, mais on fait tellement plein de petites choses. Ouais, moi, j'ai 1000 métiers, en fait. Tu peux en parler. On a tu veux toute en parler. l'émission. Si tu veux, entre chaque question, tu pourras rajouter un métier que tu fais. En fait, je fais aussi du motion design, je fais du design aussi, pas que créer des affiches. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc j'ai fait de la mise en scène aussi. Je suis aussi comédien. Il y a beaucoup de choses, mais ça tout tourne autour un peu de l'art. Paul, Écoute, moi, ça ferait assez facilement. Hein, t'as dit youtubeur, bon, pas youtubeur. créateur Ça de résume contenu, à on peut dire. Tu préfères ? Ouais, je sais pas. Influenceur. En fait, non, j'ai pas. Non, j'ai pas de problème avec l'appellation. On s'en fout un peu. Juste contenu, en fait. J'ai vu que c'est quelque chose qui s'est pas mal développé comme terme. Ouais. Et moi, de plus en plus, justement, j'essaie de faire des choses qui durent un peu plus dans la durée. Donc c'est pour ça que contenu, j'ai l'impression que ça correspond plus à un truc consommation rapide, mais bon. Mais c'est marrant parce que quelque chose que tu savais pas, c'est qu'on a tous les deux commencé en tant que vendeurs de jeux vidéo. Eh ouais. Voilà. Je À savais des pas pour toi. époques Je un savais petit peu pour toi, différentes, mais je savais pas pour toi. mais en fait, c'est rigolo qu'on ait fait ça à nos débuts, en fait. C'est vrai, ouais. On a les mêmes débuts. C'est Ouais. vrai. Mais rien n'est laissé au hasard. Non, Oh, c'est incroyable. T'es remonté super loin, quoi. Mais on en reparlera un petit peu après. Tu connais ma mère, en fait, c'est ça? Ouais, T'as appelé c'est ça. ma mère pour lui Je l'ai poser des appelé, questions. elle nous fera d'ailleurs, elle nous a enregistré un petit Oh, message c'est pour la fin du podcast, on écoutera. Merci, je t'aime, maman. Donc ça, c'est pour ce que vous faites. Maintenant, pour ce que vous êtes, si vos amis devaient vous définir en un mot, ils diraient quoi de vous ? Casse-couille. Lourd. Le casse-couille, ça fait deux mots, du coup, lourd, je retiens. Ah, Et il va falloir que tu gardes juste couille. ouais, bah, couille, c'est bien. Non, mais c'est bizarre qu'on aille tous les deux sur un défaut dès le départ. Ouais, ça Vous rend voulez difficile. définir- On va ça. Genre l'estime de soi. Sur l'idée, vous avez même... Qu'est-ce qu'ils diraient mes amis? Mais j'ai pas d'amis. Donc en fait, je sais pas ce qu'il faudrait dire mes amis. Bon, vous êtes également tous les deux inspirés par la pop culture. Quelles sont vos principales références de la pop culture pour vous inspirer ? Vaste question, mais j'ai envie de deviner les tiennes du coup, parce que donc ton nom d'artiste Ouais. c'est Gokaiju. Ça va être un petit Moi, jeu. je suis très très fan justement du genre des kaiju. Ouais. D'ailleurs, grande question pour moi parce que j'adore.
autant le film de 54 que la réadaptation de Gareth Edwards en 2014. Tu l'as apprécié ou pas? Alors, non. Ouais, j'adore. Mais je suis désolé, en fait, hein, c'est tout. Oui, Non, pour moi, Godzilla, c'est purement japonais. C'est racine, tout est japonais, en fait. C'est un cri du cœur, Godzilla. Donc, en fait, que les Américains se réapproprient le mythe de Godzilla, dès l'instant où il y a ça, en fait, je trouve ça ridicule. C'est pas du Roland Emmerich non plus. Non, non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'on en est très loin. C'est juste que j'ai pas apprécié. En fait, le film m'a pas parlé du tout. Je suis pas à cracher sur les gens qui aiment certains films ou tout ça. Hein. C'est juste que moi, ça me touche pas, en fait. Oui. Par contre, j'ai dit putain, mais c'est vraiment de la merde. Ouais. Et le Go, c'est pourquoi? Alors, le Go, c'est 5. Pokémon. Et voilà, c'est Pokémon Go. C'est en 5, c'est Go en japonais. Ah bon? Ah, je sais pas du tout. Et en fait, au départ, en fait, je voulais que mon nom d'artiste, en tant que créateur d'affiches, ça renvoie à ma main. Parce que, en fait, tu travailles avec les mains. Donc, voilà, je travaille avec ma main. Donc, je voulais un truc qui soit rigolo avec les mains. Et comme j'adore les monstres, en fait, et j'adore les kaiju. Et je me disais, alors, ma main, si c'est un kaiju, en fait, c'est mes doigts qui bougent. Il y en a 5. Puis, c'est cool, je trouve, Go Kaiju, ça fait un peu le cri de ralliement, en fait. Ok. Et il y a aussi un truc qui est aussi lié au Sentai, parce que j'adore les Sentai depuis mon enfance. Les Sentai, c'est en France, on a connu ça avec Bioman. Ouais, c'est ça, c'est les Power Rangers, tous ces bons 5 personnages de couleur. Voilà, c'est ça. Pas confondre avec les hentai. Non, c'est pas hentai. Il y a avoir un genre mélangé qui existe de ce cas-là. Le hentai Sentai, on s'en fout. oui. Si tu y as pensé, c'est que ça existe. Hentai Kamen, ça existe, ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Hentai Kaiju? Hentai Kaiju, peut-être. Mon Dieu. Grégory, tu réalises des visuels donc pour Jaquette de DVD et Blu-ray. Tu es également réalisateur. Paul, tu crées du contenu vidéo dans lequel tu parles beaucoup de cinéma. Quel est votre rapport justement avec le cinéma d'aujourd'hui? Waouh, la Vous vaste avez question. 1 heure parce que Ouais, voilà, après il faut rendre le studio. Merde, tu me l'as pas dit avant, celle-ci, j'aurais dû la préparer. Ouais. Moi j'adore ça, mais j'ai un ressenti aujourd'hui, je sais pas si c'est dû à l'âge ou à un moment ou quoi, mais c'est que je me sens complètement satisfait, nourri du cinéma. Il y a, en gros, tout ce que j'aurais pu rêver enfant existe aujourd'hui, ce qui fait que je me dis que je n'ai aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans ce truc-là, parce que je me dis j'ai rien à y apporter, parce que autant, on revient je sais pas moi, même en l'an 2000, il y avait un film de science-fiction, c'était un peu rare, et pour celui qui aimait ça, c'était hyper stylé déjà que ça existe. Maintenant, il y en a tellement énormément que moi je suis je suis vraiment très très content de ce qui se fait. Et en même temps, le contre-coup, j'ai l'impression, je sais pas si c'est un truc qui est partagé par beaucoup de gens, c'est qu'il y a un côté, je trouve qu'il y a tellement de séries, de films, etc. que je veux dire, c'est quand même fou à quel point il y a des choses bonnes et que tu oublies la semaine juste d'après. Ouais. Et il y a un côté, du coup, je me désintéresse de ça. Je me dis, en fait, il y en a tellement trop maintenant que... Est-ce que ça... Je partage ton avis. Moi, je trouve qu'il y a énormément, voire beaucoup trop de contenu, beaucoup trop de films. En fait, un film qui pouvait créer l'événement dans les années 80, il allait rester dans la tête de tout le monde pendant des années. D'ailleurs, on continue encore d'en parler maintenant. Et c'est pour ça qu'ils essayent de ressortir des vieilles franchises et tout ça. Et ça continue de marcher, en fait. Maintenant, il y a juste 5 films par semaine à réaliser des gros trucs. Et il y a des films partout, sur toutes les plateformes. Tout le monde se tire en plus sur la gueule pour essayer d'avoir le plus gros budget, le plus gros truc, le plus gros machin. On est noyé dans plein de contenus et on en retire plus grand chose de. Tu kiffes quand même ou pas? Non. Bien les... Ah, ok. Non, le fait d'avoir. Grande différence, mais. Non, en fait, le fait d'avoir trop. Et c'est pareil quand j'ai. C'est un peu plus personnel, mais quand on remonte à quand j'ai commencé à faire du court-métrage, attention, j'ai parlé comme un vieux con, il n'y avait pas encore YouTube. Et donc voilà, il y avait Google Vidéo. Non. Il y avait Google Vidéo. Ah oui. C'est pas vrai. Alors, il devait y avoir YouTube, mais c'était limité dans le temps. C'était limité dans le temps, dans le poids. Donc, faire un court-métrage de 10 minutes, c'était impossible de le mettre sur YouTube encore. Donc, on fonctionnait encore au DVD. Et je me souviens que quand j'ai commencé à faire du court-métrage, j'ai jamais eu autant de visibilité à faire du contenu vidéo au tout début, quand il n'y avait pas de plateforme, que plus ça a évolué, en fait, plus on était perdu et noyé. On peut faire le lien avec YouTube parce que les créateurs de contenu s'en plaignent beaucoup également. Je ne sais pas quelle est ta vision là-dessus, mais tout le monde se plaint qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence et qu'ils sont obligés de faire de plus en plus de gros projets. Enfin, pour moi, c'est juste le jeu de l'offre et de la concurrence. Mais après, bon, chacun ne le vit pas de la même manière. Toi, justement, ton ressenti par rapport à ça, toi qui es également créateur de contenu? C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de choses et moi je suis très très heureux de ça. Parce qu'en fait, non seulement il y a beaucoup plus de choses, mais de beaucoup plus grande qualité. Alors c'est plus dur du coup de se faire connaître parce que là où déjà de parler de pop culture sur YouTube, en 2009, c'était déjà trop bien.
Autant aujourd'hui, ça suffit plus du tout. Il faut vraiment arriver tout de suite avec un truc assez fort, ça va beaucoup professionnaliser. Donc non, moi je suis hyper haut. Alors c'est sûr que c'est plus dur de se démarquer, de trouver sa place. Je le ressens pas en termes de concurrence. En tout cas, j'ai toujours ce ressenti qui est que ce que j'aimerais y voir n'y est pas. Donc tant que tu as ce ressenti-là dans un domaine, c'est que tu sens que tu as quelque chose à apporter, ça donne du sens, tu vois. Là où c'est ce que je vous disais dans le cinéma, je trouve que je me dirais, mais je fais des trucs géniaux tout le temps, je me dis, bah ça a rien en fait, c'est trop bien, tu vois. Donc sur YouTube, tu vois, j'ai l'impression d'avoir quelque chose à apporter que je ne trouve pas. Donc non, je n'ai pas de ressenti négatif vis-à-vis de ça. Tout va bien. Et pour revenir au cinéma, du coup, est-ce que l'algorithme n'a pas tué le délire aussi? Parce qu'avant, on faisait, alors je dis pas qu'on faisait pas des films pour l'argent, parce que ça a toujours été, on le ressentait peut-être moins. Aujourd'hui, tu regardes Netflix, l'algorithme définit quasiment les programmes qui vont être créés, puisqu'ils savent ce que tu aimes. Tu as même des contenus interactifs où tu sais quels vont être, Netflix sait quels vont être tes choix, et ça dirige du coup les productions futures. Est-ce que ça n'a pas tué un peu aussi la créativité, le fait de se démarquer? L'algorithme, il bute tout. En plus, il perfectionne leur IA. Enfin, tous les services de streaming perfectionnent leur IA, hein, qui cherchent tous des gens qui sont experts là-dedans. Et ça va encore plus détruire, en fait, je cherche par moi-même quelque chose que j'ai envie de voir. Avant, on pouvait être séduit rien que par une affiche qui nous titillait un petit peu le regard. On allait croiser une affiche, je sais pas, en prenant le bus, et on allait se faire, ah putain, c'est quoi ça en fait? C'est énigmatique, le titre, je connais rien, et je vais avoir envie juste par une image en fait d'aller voir le film. Maintenant, on est abreuvé d'images qui en plus veulent plus rien dire, parce que c'est deux têtes d'acteurs, un titre, et en plus ça, sur les plateformes de streaming, ça tourne en fonction de ce que t'aimes. C'est pas le même visuel qui sera proposé. Oui, ça c'est horrible aussi. C'est complètement atroce, quoi. Je vais faire l'autre opinion du coup, mais pour moi c'est hyper important cet algorithme. C'est-à-dire que tu peux le trouver injuste, mais Octogone. Mais en fait il est surtout très humain. Et en fait, c'est-à-dire que vraiment déjà, s'il n'y avait pas d'algorithme, ça serait une merde pas possible pour trouver quelque chose. C'est vrai aussi. Tu veux trouver, c'est-à-dire que justement sur YouTube, il est incroyable l'algorithme parce que vraiment il va t'amener vers des choses que tu n'aurais jamais découvertes seul, qui des fois a fait 2000 vues, qui est très obscur, et pourtant il a compris que ça allait t'intéresser par rapport à ce que tu as vu. Après, le fait que quelqu'un aille plutôt vers ce qu'il aime, c'est quelque chose de très humain, et si tu te replonges dans l'expérience de la location de cassettes, machin, bon, quand tu cherchais un film à louer, globalement tu vas quand même naturellement plus vers ce que tu connais, même si tu peux avoir un esprit plus ou moins curieux, et c'est bien que tu le sois, mais voilà, les acquis, c'est quelque chose. Ouais, mais il y avait le monsieur du vidéoclub qui pouvait te renseigner. Ouais. Et souvent, les messieurs du vidéoclub, ils étaient cultivés. Et ils s'y connaissaient en cinéma et ils pouvaient te conseiller sur le plan. On n'a pas eu le même monsieur alors. Non. Bon, j'ai eu les madames aussi de vidéoclub. Ouais, j'avoue que moi qui suis très attiré par l'image, et pendant longtemps, quand j'achetais de la musique, des CD, j'étais attiré par la jaquette. Et les DVD aussi, c'est ça qui me manque moi aussi. Alors, t'as de l'image sur Netflix et sur les plateformes, et pourtant, je suis très consommateur, moi, du streaming. Mais effectivement, ça me manque un peu ce côté aussi graphique. C'est moins de liberté aussi, même dans les présentations des films. Les affiches ressemblent absolument toutes avec les mêmes codes, les mêmes couleurs, les mêmes polices, les acteurs qui doivent être... Bonjour, le cinéma français de la comédie. Bleu, écriture jaune. Bon, donc je suis face à deux, c'était mieux avant ce soir, c'est ça, je suis tout seul contre vous? Non, parce que après, moi, je suis un gros consommateur de streaming. Mais le streaming, je trouve que même si j'adore, il y a quand même moi un truc qui me dérange là-dedans, et ça marche pour le cinéma, mais pour la musique et surtout pour la musique, c'est je pense qu'on perd en transmission. Toi, tu as des enfants, Grégory? Non, je crois pas que tu aies des enfants. Mais moi, je vois, par exemple, quand j'étais petit, j'écoutais les CD de mes parents, j'avais pas le choix, j'avais que ça. Aujourd'hui, ma fille, si elle veut, elle met YouTube, elle met Spotify, et elle écoute ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée d'écouter ce que moi j'écoute. Et il y a ce côté transmission qui se perd un peu, moi, je trouve, avec déjà l'immensité de l'offre que l'on a, et puis avec l'accès très facile aussi à... Si, le moment fort, c'est quand tu partais en vacances en voiture, et dans la voiture, tu mets tes CD, quand tu mets tes... Ouais, ou tu mets les chansons Barbie, les chansons Disney. Non, mais enfin, voilà. Bon, moi, c'est pas du tout ma façon de penser. Vos enfants vont avoir leur expérience, leur façon, ça ne ressemblera pas du tout à la vôtre. C'est vrai de la même façon que la vôtre ne ressemble pas du tout à celle de vos parents, où ils ont dû se dire, oh là là, on a perdu en transmission, machin. Ça va être leur façon de faire, et avec du pour et du contre, hein, bien sûr, mais... je pense que la transmission, ça dépend de vous, non? Tu veux dire qu'on est des vieux cons, donc?
Là, on va voir. Je pense que ça va être le fil rouge maintenant de ce podcast. C'est ça en fait qui nous réunit ce soir. Bon, pour rester sur le cinéma, le plus important pour vous dans un film, c'est quoi? C'est le scénario, c'est le montage, c'est la réalisation ou c'est la photographie? Il y a interdiction de dire les 4. C'est l'affiche. Oui, tu peux pas dire le contraire. Non, c'est les 4. Oui. Non, Oui. c'est la réal parce que... Enfin, pour moi, Et le scénario. la réalisation? Ouais. Non, pas le scénario. Ah ouais? Non. Tu préfères un mauvais scénario bien réalisé? Ouais. Ouais, remarque. Mais le montage peut seulement tout tuer il peut aussi. tout tuer. Mais en fait, chaque partie peut tout tuer. Ah ouais. Un super bon film avec une musique pour lingue peut te tuer le film. Par exemple, si on prend Wes Anderson, moi j'adore, il fait des super films, et pourtant niveau scénar, c'est pas non plus exceptionnel. Mais la photographie, la réalisation et le montage sont excellents. Ça peut sauver un film. Ça sauve. Ouais, finalement, le scénario, ça sert à rien, t'as raison. Voilà. Arrêtons les scénaristes et prenons ChatGPT pour écrire tous les scénarios des films. Bienvenue en 2024. Ça ferait des super films, tous identiques. Bah voilà, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Mais Paul va les adorer. Pour ma part, si je dirais le truc le plus important, bizarrement, c'est que c'est pas un de ces 4 points, Ouais. mais c'est la façon dont tu veux t'investir dans ce film. Ouais. C'est-à-dire que, bon, c'est un truc qu'on voit énormément, par exemple, avec la nostalgie, le fait que, par exemple, t'aies vu un film adolescent ou enfant, il a beau être plutôt objectivement mauvais, plus tard, tu vas quand même vouloir lui donner de ta maturité pour lui donner finalement plus de densité qu'il en avait. Et je trouve qu'il y a vraiment l'importance de tiens, ce film, je vais le voir, mais est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre ou est-ce que c'est parce que j'ai rien d'autre à faire, tu vois. Ouais. Je pense à une vidéo du fausseur de film. Je sais pas si vous regardez ce qu'il faisait à l'époque. Ouais. Il avait fait une vidéo sur le film Les Tortues Ninja, tu vois. Attends, celui des années 90. Ouais. Il est génial, on en a parlé récemment de Grégory. Ah bah, Un film d'auteur. Ouais. Je savais qu'on allait se retrouver. Ouais. ah. C'est intéressant. Mais j'avais bien aimé aussi le reboot. Mais bon, peut-être que c'est le Au secours. Alors je quitte le podcast. Voilà, au revoir. En fait, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est que moi j'adore, mais c'est aussi parce que les Tortues Ninja, ça représente à peu près la collision de tout ce qui était à la mode en 91, je sais Ouais. pas quand est le film, et 90. et en fait, il y a une telle implication émotionnelle avec une époque que vouloir faire une analyse filmique un peu poussée comme a fait le fausseur de film, avec un film comme celui-là, il y a un côté, tu demandes ça à quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce truc-là, il y a un côté un peu ridicule, c'est un peu fort, mais tu vois, c'est l'implication qui change le regard qu'on a sur ce film. Pourtant, le film, il répondait à aucune attente de l'époque. Bah, c'est globalement les Tortues Ninja, ça cartonne, le dessin animé, le machin. Ah ouais, mais quand tu compares le dessin animé des Tortues Ninja et le film, il n'y a pas grand chose à voir. C'est pas coloré, c'est hyper terne, c'est limite hyper. Ouais, c'est très dark. Ils se posent des questions avec leur père. Il y a tout la relation avec leur père qui disparaît. Oui, mais c'était à la mode cette esthétique dark. Tu vois, tu voyais ça avec le Batman, tu voyais C'était ça avec les années même 90. le Mario Bros. L'adaptation qu'il a Je fait. suis le seul à avoir adoré, c'est le premier, hein. Le vrai Mario des années 90. Action, ouais, Il est excellent. Ouais, moi je l'aime aussi, mais bon, là, celui-ci prête beaucoup plus à débat, mais par contre, il y avait ce côté, vas-y, mettons tout ce qui est à la mode en ce moment, on fait un truc un peu dark, un peu dégueu, et avec les Tortues Ninja, il y a ça aussi, je veux dire, les Tortues Ninja, ce film, il n'est pas un projet où c'est à la base quelqu'un qui a dit, putain, j'ai quelque chose à raconter. Non, c'est Tortues Ninja, ça cartonne, faut faire un film, ok, on essaie de le faire mieux, parce que c'est pas incompatible, une volonté commerciale et une œuvre d'art, mais en tout cas, c'est pas né, tu vois, et je trouve que... Bah, moi, je suis pas d'accord parce Ok. que ouais. Comme j'ai lu les comics d'origine, Ouais. il a vraiment quelque chose à raconter et il a vraiment raconté à quelque chose de purement original en fait. D'ailleurs, les créateurs du comics ont fait leur propre adaptation dessinée en fait de l'épisode filmique. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'était qu'il y avait aussi une vision d'artiste derrière. Donc voilà, le côté le réalisateur qui apporte aussi sa pierre à l'édifice des Tortues Ninja. Ok. Et qui apporte quelque chose de différent. Ce que tu dis, Paul, c'est que tout ce qu'on adore dans ce film, c'est tout ce qu'on déteste dans les films d'aujourd'hui. Bah, franchement, C'est un peu ça, hein. moi, je trouve qu'il y a ça. Alors, je suppose que vous détestez les Marvel. Alors, non, c'est une non. vaste question. Mais Moi, j'adore Howard the Duck. Des années 90. Ok. Le MCU de notre. Ah, le MCU, par putain, contre, non. t'aimes Mario, t'aimes Howard the Duck, c'est trop génial. Et moi, je suis né dans les années 80, c'est... Alors, moi, par exemple, le MCU, je surkiffe. Et je surkiffe encore plus cette phase, malheureusement, que les gens aiment beaucoup moins. Et en fait. Tu veux dire maintenant? Maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu, même si ça a globalement été toujours quelque chose de très critiqué, sur la fin de la première phase, donc Avengers Infinity War,
Ça a été le film de tous les records. Et après ça, il y a eu là, en ce moment, c'est un petit peu la débandade. Les gens suivent moins. Moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi bien, justement. Bref, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'aime tellement ce qui est... Pour moi, en gros, le MCU, on en reparlera dans 20 ans, ça aura été un peu le Star Wars des années 80. Tu vois, ça va être... Pour tous les gens qui ont été petits et adolescents à ce moment-là, ça sera leur grande saga de leur adolescence. Et moi, du coup, comme j'ai adoré cette proposition, eh bien là, les films qui sortent ou les séries, des fois, tu vois, c'est un peu moins bien. C'est un peu bancal, etc. Et pourtant, je vais chercher à apprendre tout ce qu'il y a de bon à apprendre parce que tu vois, il y a un côté, j'ai un attrait pour ça, tu vois. Et tous les univers que j'aime un petit peu, tu vois, je vais pouvoir un petit peu évacuer les défauts pour apprécier vraiment les bonnes idées, les machins, etc. Ça m'empêche pas de l'apprécier. Donc c'est pour ça que je dis que des fois, tu vois, je vais voir un film globalement qui est bien meilleur, mais comme je suis moins impliqué, ben finalement, ça aurait moins d'importance. Ça a du sens. Ouais, j'ai te rejoindre sur deux choses. Alors, non, sur une chose en fait. L'implication, effectivement, c'est très vrai. Ça, c'est avec la façon que l'on a de consommer le cinéma aujourd'hui. Moi, je regarde parfois sur mon téléphone. Désolé. Et effectivement, je ne regarde pas un film pareil quand je suis sur mon téléphone où je vais être coupé par une notification, et même à la télé, parce que je vais sortir mon téléphone à un moment où il y a un creux dans le film, et je vais sortir du film pour 5 minutes, et après c'est dur de se remettre dedans. Donc effectivement, l'implication que tu mets dans le film change la perception que tu en as. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, moi, les Marvel, j'ai rien contre, pour en parler, c'est les sagas qui m'emmerdent, en fait. Okay. Les trucs qui durent... Okay. Ouais, les trucs qui durent 15 piges, il faut voir 10 films pour tout comprendre. Moi, ça m'emmerde, en fait. Et c'est intéressant que tu dis ça, parce que tu dis ça comme si c'est quelque chose qui existait. Mais en fait, cette proposition de Marvel, alors tu peux parler des 30 James Bond ou des 30 Godzilla, mais en termes, c'est la première fois qu'on a une série de films. Star Wars. Maintenant avec... Non, mais attends, là, il y a 32 films. Ah oui, non, oui. Où tout est interconnecté. Oui. La proposition est ouf. Donc, c'est marrant que tu me dises, les trucs, il faut voir 10 films pour comprendre. En fait, ça n'existait pas avant. Avant, limite, c'est des 3-4 films. Non, mais ça, je compare. Alors, il y en a plus dans les Marvel, mais c'est ça qui me dérange chez Marvel. Mais c'est pareil chez Star Wars ou ce genre de saga, effectivement, où pour moi, c'est trop. Après, je sais qu'il y a un public et je dis pas que les films sont mauvais, surtout pas les Star Wars. Les Marvel. mais moi, je peux pas. Je suis pas public. J'ai pas le temps, en fait. Enfin, après, le temps, c'est une question de priorisation, hein, mais... J'estime ne pas avoir le temps de regarder 30 films pour connaître surtout pas 30 films de super-héros en plus. Ouais, j'aimerais changer. Si t'as 30 films à voir par mois, j'ai pas envie de me taper 30 films de super-héros. Et je prie pour que la DCU ne fasse pas pareil. Ah ouais, ça va être mal barré. Bah, ça va être intéressant. Mais tu vois, mais en fait, tu vois, quand je parle d'implication, pour moi, qui est important, c'est aussi le fait de revoir plein de fois un film. Pour moi, ça me... je déteste. Ouais, j'adore ça. Moi, c'est obligé de voir plusieurs fois un film. Pas aussitôt, en fait. Je revois pas un film genre la semaine d'après, en fait. Mais laisser le temps au film de mûrir et de le revoir, de le réanalyser. Je trouve ça passionnant, en fait. C'est quand même une chanson que tu le connais, que tu apprécies. Exactement. Ouais, mais une chanson, ça dure 3 minutes. Voilà. Écouter en boucle. Ah ouais, c'est ce qu'on veut. Hein. Et ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure. Il y a tellement de propositions aujourd'hui que moi, je peux pas regarder 2 fois un film parce que j'ai envie de mais laisse passer plusieurs années. Oui, alors ça l'a mis comme ça, ouais. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, sur la question du temps, bon, on a tous, je pense, plus vous encore qui êtes parents, un problème de temps. Et moi, du coup, je suis plutôt du genre à faire une obsession sur une saga, justement, parce que j'ai pas le temps, donc je me dis autant faire juste un truc. Tu vois, je préfère écouter un album pendant un an plutôt que de m'éparpiller. Ouais. Là, c'est pour ça qu'en ce moment, je fais une petite obsession Marvel, mais ça me passera, mais en tout cas... D'ailleurs, il y a un Captain America sur ton slip. Voilà. Captain America qui était mon super-héros préféré quand j'étais petit, comme quoi. Mais voilà, le cinéma a tout cassé. Est-ce que vous avez un ou des réalisateurs préférés actuellement? Ah oui. Lesquels? Plein. Dès qu'on connaît Grégory. Hein. D'accord. Ah merde. Non, moi, mon préféré de chez préférés, c'est John Carpenter. Ah oui. Et après, je pense que c'est John Carpenter, Paul Verhoeven, Paul Thomas Anderson. Ouais, des réalisateurs de cinéastes, hein, quand même. Voilà, Sonotion, Kiyoshi Kurosawa. Oui, j'en étais sûr qu'il sortirait un japonais. J'en ai cité deux. On a eu un réalisateur moderne, là, dans le lot ou pas? Je peux savoir si on reste sur cette lignée de... Sonotion, quand même, elle a commencé dans les années 80. Carpenter, c'est un contemporain. Ouais, c'est ça. Kurosawa, bien sûr. Ouais. Dans les derniers, mon favori, c'est Ari Aster. Et Edgar Wright, Wes Anderson, non? Edgar Wright, j'adore. Merci. J'ai adoré. J'adore pas, mais je suis toujours fasciné. C'est vraiment quelqu'un, voilà, il est obsessionnel en fait. Enfin, oui, Wes Anderson. Chacun de ses films, ça se voit. Tu sais qu'en une image, tu sais que ça va être ce réalisateur-là. Moi, ça m'épate en fait. J'adore. Et à la limite, l'histoire, on en parlait tout à l'heure, mais on s'en fout.
Ça a peu d'importance. Oh, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça participe à au jeu de bordel en fait du film. Tu as cité qui j'ai pas entendu. Ari Aster. Ari Aster, c'est quoi? C'est Midsommar, Hérédité et Boys Afraid. Ok. Voilà. J'ai appris. Désolé. Ok. Ah. Tu me recommandes donc. Ah oui. Ok. Ouais, je recommande complètement parce que pour moi, il bouleverse les codes de l'horreur. Il fait pas que du film d'horreur parce que Boys Afraid, c'est un film qui va toucher à plein de genres. Mais ces deux premiers films, Hérédité et Midsommar, ça les secoue en fait. Hérédité, c'est un film d'épouvante, non? Ouais. Ben voilà, en fait, c'est très bizarre parce que. Parce que je crois que je l'ai vu en fait. Ah, d'accord. Oui, avec une fille avec une tête. Ouais, assez. Oui, Ouais, assez incroyable. ouais. Bien sûr. Donc ça, c'était c'est son premier long métrage parce qu'en fait, il a fait énormément de courts métrages et de moyens métrages. Et son premier long métrage, c'est Hérédité. Et justement, le mec arrive avec des propositions où jamais t'as vu ça en fait. Ok. Et Midsommar, c'est un film d'horreur en plein jour qui dure dans son director's cut près de 3 heures. Et c'est complètement halluciné avec des détails de partout. Et si tu le revois 3 fois, tu vas faire en fait, derrière, ça bouge et j'avais jamais vu que ça bougeait derrière. Enfin, il y a des choses complètement folles. Et Boys Afraid, c'est incroyable, mais c'est d'une complexité, c'est dur en fait. Ah ouais, il faut mais c'est super. Moi j'adore parce que ça t'implique, voilà, ça t'oblige à t'investir dans le film. Bien vu, ça c'est bien. Ça c'est digne d'un animateur. Ouais, t'as vu, je rebondis. Et toi, tes réalisateurs préférés? Réalisateur préféré, plein aussi. Alors je pense à Spike Jonze, je pense qu'il a été un de mes premiers, voilà, donc avec Adaptation, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Je fais sous la vie avec Cage. J'aime bien avoir des invités qui me font sortir bête. C'est vrai, Spike Jonze, t'as pas? Non, je sais pas. Si, Spike Jonze, t'as forcément quelque chose. Her. Ah d'accord, ouais, voilà. Que j'ai toujours pas vu mais que j'attends de voir avec impatience. Ouais. Si un jour tu vis une rupture, je te recommande En route, c'est très très bon. Ok. C'est lui, c'est lui qui a écrit ou qui a réalisé Dans la peau de John Malkovich. Ouais, c'est ça. Ouais, il a réalisé. Et il c'est Kaufman qui a écrit. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Oui, parce que Et en fait, j'adore ce genre de personnage parce que justement lui, il faisait les Jackass aussi. Il a fait beaucoup de clips pour Beyond, etc. Ok. Et j'adore ce grand écart, tu vois. Sinon, je pense aux classiques comme ça, González Iñárritu avec Revenante et surtout un de mes films préférés maintenant, c'est Birdman. Et récemment aussi, j'ai découvert Robert Eggers, donc avec Northman, The Witch, The Northman. Waouh, mais j'ai pas encore vu. Oh putain. Si vraiment vous avez été marqué par le Conan le Barbare en 82, moi c'est le nouveau de cette ère. Et Lighthouse. Et Lighthouse, incroyable, avec Robert Pattinson. Donc voilà, bon après, on peut continuer. Hein, il reste encore 1 heure de studio. Non mais Et en vieux, t'aimes pas des vieux alors? Allez, vas-y, sors-nous. Robert Zemeckis. Et encore, c'est pas si vieux. Eh bien, j'adorais justement James Cameron. J'imagine que même si malheureusement Avatar 2, j'ai trouvé ça une profonde. Ah, merci. James Cameron jusqu'à Avatar, j'étais. En fait, je vais peut-être rester dans le podcast. Ok. En fait, James Cameron, moi, je l'adore autant que je déteste. En fait, ça dépend des films. Ouais. Okay. Moi, je l'adore jusque Terminator 2. Enfin, Terminator 2, j'adore. Et après, c'est fini. J'aime plus. Il me parle plus. Ouais, comme Spielberg. Au revoir. Puis, ça dépend. Spielberg, c'est un surfeur en fait. Ouais. Ah ben ouais, des jeunes et des vieux, mais voilà, et autant tu vois, je peux kiffer donc moi je me définis toujours comme ça, je peux autant kiffer un Big Mac que du gastro, tu vois, et donc pour moi tu peux kiffer qu'une gastro. Moi je kiffe tous les gastro. Tu passes du Big Mac à la gastro. Ouais, c'est le chemin normal. C'est le même raisonnement entre du Marvel et du Spike Jonze, tu vois, par exemple, ou Iñárritu, qui est incroyable. Ouais, c'est vrai que je regarde assez peu et c'est pour ça que tu me donnes des noms, je vais pas moi capter, je regarde assez peu les noms des réalisateurs, hormis quelques-uns. Et c'est vrai que moi en ce moment, alors on parlait de Wes Anderson, Tarantino aussi, c'est vrai qu'il y a un certain cinéma que j'aime bien, un genre, parce que j'aime bien les films de genre. Mais en ce moment, il y a une grosse obsession pour Edgar Wright. J'adore ces films, le dernier, Last Night in Soho, j'ai trouvé moi, on peut en dire beaucoup de choses, on peut le critiquer, mais j'ai trouvé époustouflant. Est-ce que si moi j'ai pas sa filmographie. Alors il fait celui qui a fait la trilogie Hot Fuzz, voilà. Ok, d'accord, ok. Et puis il a fait Cornetto, excusez-moi, ouais. Il a fait Hot Fuzz, tout ça là. Ouais. Et le dernier pub avant la fin du monde. Okay. Scott Pilgrim. Ouais, Baby Driver. Baby Driver que j'ai adoré, la BO elle est énorme. Baby Driver, la BO est énorme. Et Scott Pilgrim, j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'un film sur une BD c'est dur et c'est souvent chiant. Mais il fait un truc. Il a un talent de réalisateur en fait. Pour les nerds comme nous, j'imagine, je sais pas pour toi Sébastien. Ouais, moi Scott Pilgrim, ça a été un petit miracle. Ah ouais, c'est clair.
Mais le film est génial. Ouais, grave. Le film Et quand est t'es vraiment monteur, Baby Driver, c'est un bonbon en fait. Hein. C'est tellement. génial. Les tu 10 prends ton premières pied. minutes du film. Ah ouais. Ouais, Et d'ailleurs, c'est- William Friedkin, que vous connaissez, et en plus qui est décédé il y a pas longtemps, je sais pas si vous connaissez, c'est le réalisateur de L'Exorciste. Bah, lui, on peut le mettre aussi dans un de mes réalisateurs favoris. Le tout premier, du coup. Premier Exorciste, ouais. Oui, Ouais. parce que lui, les remakes, c'est pas trop son délire. Hein, Ouais, c'est non, capté. non, pas trop. Et Jurassic non, World, t'as. et ce mec-là, Friedkin, il était aussi très très connu parce que souvent dans ses films, sauf dans L'Exorciste d'ailleurs, il y avait une course-poursuite en voiture. Et notamment, il a mis en scène une des courses-poursuites les plus folles du cinéma hollywoodien, c'est dans The French Connection, qui a été une course-poursuite qui a été fait pratiquement sans autorisation, voilà, Ce sont qui les est meilleurs. complètement maboule, avec une poussette et tout, enfin, ça fait peur. Et à chaque fois, il a continué à mettre en scène des courses-poursuites, parce qu'il trouvait que le cinéma, c'était filmer des courses-poursuites, c'était ce qu'il y avait de plus incroyable. Et il a rencontré Edgar Wright, et ils ont parlé de Baby Driver, et il lui a dit, bah voilà, ta course-poursuite, je crois qu'elle est rentrée dans les meilleures courses-poursuites en fait, du cinéma. Ouais. Et je me suis Ça, dit, mais putain, c'est vrai, parce que les 10 premières minutes, sa course-poursuite, elle est géniale. mentale. Ouais. Et c'est un super concept, ça. On devrait lancer le concept de tourner des courses-poursuites sans autorisation. Imagine s'ils avaient tourné Speed. Sans autorisation, avec un vrai bus qui ne veut pas. Avec une vraie autoroute pas Tu fais des fermée. remakes de films Sans autorisation. Ouais, c'est incroyable. Bah, Speed, c'est pas mal. Hein. On passe à autre chose. Vous avez également tous les deux un certain amour pour les jeux vidéo. Vous avez d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, été tous les deux vendeurs de jeux vidéo. Oui. Non, on l'a peut-être pas encore annoncé pour toi. Grégory. Bah, Si, on l'a dit. Ouais, on parlait tout à l'heure. J'écoutais pas. C'est votre podcast. Ça va, super. Quel genre de gamer êtes-vous? Alors, moi, je joue un peu moins qu'avant. Ma femme, elle a pris beaucoup plus le relais que moi, en Ouais, fait, pareil. à jouer. C'est vrai, pareil. Ma femme joue beaucoup plus que moi. Mais je joue toujours. Quand il crush, ça compte. Non. Donc, non, ah non. Ah non, Skyrim, tout ça, là, les... Ah, c'est vrai que je crois que ta femme, on en avait discuté. Ouais, mais, ouais. On doit avoir les mêmes femmes ou je ne sais pas. Ben oui, elle faisait quoi ta femme ce soir? Bah, C'est la elle même. joue. Eh ben, bon. Ah, qu'est-ce qu'elle a Elle veut sûrement finir la Elle a FF7 d'ailleurs, c'est vrai. Non, moi j'ai commencé très très tôt parce que j'ai toujours mon grand frère qui a 10 ans de plus et il a voulu un Amstrad CPC 6128 à disquette et donc on a eu ça très tôt à la maison, à la sortie de l'Amstrad en fait. Donc j'ai pu toucher en fait aux jeux vidéo et j'avais un petit peu moins de 6 ans je crois. Et après il a ramené la Mega Drive parce qu'il l'a eu le jour de sa sortie et ça a été grosse révélation. Donc t'es né en 81, je Je dirais. suis né en 82. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui ont découvert les jeux vidéo avec la PlayStation, même si ça a été pendant longtemps ma console préférée, Ah mais ouais. tout ce qui s'est passé avant, Ouais. nous, on a essuyé les plâtres presque. Ah bah ouais. C'était 84. 84. Ouais, un peu plus jeune, moi, lui, c'est un boomer, moi, je suis un peu plus... Oh la vache. Ouais, j'ai commencé sur une vieille Master System, après... une Atari, après Master System 2 avec Alex Kidd, Yeah. une NES, une Game Boy pendant très longtemps, jusqu'à la PlayStation 1, qui reste ma console culte. Mais tout ce qui s'est passé avant, on peut pas l'oublier. Non, c'est clair. Atari, laquelle tu dis Ah, je sais plus le nom, c'était vraiment... 2600. Ouais, 2600. Ouais, ça doit être ça, c'était tout début des années 90, la première console, donc elle était déjà bien âgée, la Atari. L'Atari. Parce que même la NES déjà était âgée. Moi je suis 87, donc j'ai eu la NES. NES, Super NES, t'as fait le Non, cursus tu classique. m'as vu la console à la maison, donc et j'avais des voisins qui avaient toujours les dernières consoles à côté. Moi jusqu'à la Nintendo 64, jusqu'en 97, je crois, en France, j'étais sur la NES, tandis qu'à côté Super NES, ils s'enchaînaient avec la PlayStation Ouais. et tout. Donc ouais, ça a fait NES et Nintendo 64, mais très Nintendo en tout cas, même si après j'ai touché à tout. Ma base c'est Nintendo. Nintendo. Mais en même temps, Nintendo, ça peut changer. C'est la valeur sûre. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, on va pas faire un débat sur le jeu vidéo après ce qu'on a dit sur le cinéma, mais j'ai quand même des trucs à reprocher à Nintendo. Ils se reposent un peu sur leur laurier. Mais c'est ceux qui sont le plus innovateurs en termes de console. Là, on En peut pas fait, leur reprocher. ils se reposent sur leur licence. Oui, Ils se ça reposent pas du tout sur leur laurier Oui, sur parce leur qu'en fait, licence, même un jeu comme Mario, à chaque Mario, ils vont évoluer sur le gameplay, sur mais tout un tas de choses, y compris pour Zelda en fait. C'est assez fou, mais à chaque fois, ils gardent leur licence. Là, c'est des nouveaux jeux à chaque fois, les Zelda. Hein. Ouais, bah ouais, c'est énorme. Dès que c'est les Japonais, tu défends Kaigo. Ouais, exactement. Non, mais non, pour le coup, je suis d'accord. En fait, leur stratégie est simple, c'est qu'en fait, les personnages servent juste de tête d'affiche pour vendre des concepts, mais ils peuvent mettre à peu près. Bien sûr, ils doivent garder l'ADN, mais tu vois, ils peuvent. C'est pour ça qu'il y a des Mario de tout, un RPG, Mario machin, parce que dès que tu mets Mario, forcément. C'est Mario, Zelda, et c'est tout après. De toute façon, Ouais. hein. Il y a rien. Kirby, mais tu vois, Pokémon, Metroid, oui, et Prime, Pokémon. tu vois, c'est quand même très. Il y a un ADN, mais
Donc mais oui, bien sûr qu'il y a toujours un côté des fois un peu statique, quoi. Ça leur donne raison. Ah oui, oui. Mais, alors, je sais pas, t'en as pas parlé, parce qu'on a parlé beaucoup console, mais moi je sais que ma passion vraiment aussi les jeux vidéo, elle est aussi née dans les salles d'arcade. Parce que partir en vacances, du genre pendant les grandes vacances, c'était on allait soit dans les campings, dans les VVF, dans les trucs comme ça, il y avait toujours un espèce de bar avec un coin avec 3 bornes d'arcade. Et moi j'ai vécu l'arrivée de Street Fighter 2, la borne d'arcade Street Fighter 2. Ouais. Et putain, c'était tellement incroyable où on mettait les pièces et on mettait les pièces de 10 francs, on les superposait en fait et tu savais où était ta pièce. Et le mec, il y avait toujours des mecs qui étaient c'était des dieux en fait, les mecs. Et il y avait une salle d'arcade qui a ouvert il n'y a pas si longtemps à Reims. Je sais pas si elle est toujours ouverte. C'était Game to the Future. Elle est finie. Fermé. Le bar gaming qui a ouvert, mais qui a fermé également. Ouais. Ouais. 229 gaming, je crois. Ouais, mais c'était plus pour le e-sport. Ah ouais. C'était pas trop. Ah oui, d'accord. C'était pas trop arcade. Mais je sais pas si t'as voulu le fait, du coup, j'ai vécu un peu dans les années 90 l'arcade. Il y a genre toujours un jeu ou deux que j'essaie de me souvenir et que je n'arriverai jamais à... C'est un défi pour Grégory, ça. Ouais, vas-y, t'en as. Vas-y. C'est vrai. Ouais. Vas-y, j'ai un buzzer. Là. C'est parti. J'ai beaucoup cherché. Hein. Alors en gros, si tu peux me retrouver ce jeu, ça serait incroyable. Parce que j'ai remis la main à peu près sur tous les jeux. Ça, c'est le seul. C'était un jeu type baston en beat'em all à 2. Ok, j'ai. Et, et c'est pas une licence connue, sinon je l'aurais. Et ils avaient globalement des gros gants de couleur. Et le souvenir que j'ai, je crois, je sais pas si c'était les ennemis, mais ils changeaient de couleur. Ils devenaient violets, je crois. Plus tu les frappais pour montrer qu'ils perdaient de la vie. Je crois que c'est un jeu SNK en fait. C'est Spin Master ou un truc comme ça. Ok, attends. Bon, je regarde pas tout de suite. C'est peut-être pas ça, mais le truc que tu me dis là avec les gants de couleur, ça me fait vraiment penser à un jeu SNK ou 8-Man. Mais je cherche peut-être du côté de SNK parce que ça doit être un jeu. Si c'est un jeu Neo Geo, c'est un jeu arcade. Donc SNK, c'est l'attaque des titans. SNK. Allez, on peut. J'ai profité de t'avoir sous la main, Grégory. Moi, j'ai un souvenir d'un film des années 90 quand j'étais gamin. Jeux vidéo là. Ouais, mais du coup, je repasse sur les films. Où, en fait, ça se passait dans un New York des années 90. Ouais. Je crois que ça se tapait un peu. Il y avait des mecs qui avaient des chapeaux en forme de tête d'ail ou je sais pas quoi. De tête d'ail. Ouais, et j'arrive pas à retrouver ce que c'est. Et j'ai cette image, ça se trouve, je l'ai rêvé. Mais depuis tout petit, j'ai cette image d'un film et j'ai jamais réussi à retrouver ce que c'est. Pour ça, des têtes d'ail. Donc, leur crâne était en forme de. Ouais, je sais pas, ils avaient des chapeaux en forme d'ail ou c'était très chelou. Non, personne ne l'a. Ou j'ai sûrement rêvé, hein. T'as déjà tapé du coup sur Google Tête d'ail. Ouais, j'ai jamais trouvé, même ChatGPT. Hein. Je sais pas ce que Je rêve chelou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je sais Bad déjà trip. que en plus tu te souviens pas de tes rêves parce que j'ai écouté ton podcast juste avant, donc voilà. Mais donc c'est pas un de tes rêves. Non, ce n'est même pas. Oui, c'est vrai. Bon, alors c'est le seul. Tête d'ail. Alors il y a le film Conehead où ils ont où ils ont des Ça se passe dans un New York des années 90. Bah ça se passe dans les années 90, mais c'est pas. Allez, tu écris. Mais c'est une comédie, Conehead. C'est avec Dan Aykroyd. Tu vois qui c'est, Dan Aykroyd, non? Les noms, moi, je sais. Restance dans Ghostbusters. Ouais, ok, ouais. Voilà. Il faut sortir les références qu'il faut. Tu vois, là t'as eu quand même. Ah ouais, là. Ouais, bon, ça va. C'est un film de ton année quand même. Est-ce que vous avez un jeu à recommander? À recommander? Ouais, pour quelqu'un qui veut commencer dans les jeux vidéo. Tu veux commencer le jeu vidéo? Ou alors quelqu'un qui s'y connaît, mais que voilà, vous avez à vous votre coup de cœur. Ah, c'est plus le jeu auquel on joue en ce moment ou... Ouais, par exemple. Ouais. Bah, moi, Zelda. Bah voilà. Voilà. Bon, on pourrait partir sur une grande discussion sur Zelda parce que je viens de le terminer également. Non, bah, me dis pas mais ouais, Non, chacun. Ce sujet, ouais, j'ai joué à ça aussi récemment, mais je suis, je sais pas, tu parlais du rapport aux jeux vidéo en ce moment, effectivement, mais là c'est pareil, quoi. C'est vrai qu'en termes de temps pour jouer, tu vois, Shogun me dit ça. Tu vois, Zelda et Mario, je pense que du coup, c'est resté pour moi ma mission de me dire, jusqu'à la fin de ma vie, je terminerai chaque Mario de la série principale, chaque Zelda qui sortira. Et là, j'ai voulu le faire, mais j'ai dû me forcer parce que c'est beaucoup trop long et quand t'as pas le temps. C'est vrai que ça devient un peu un problème. Je suis content, limite, mais je suis aussi content pour les films. Je suis de plus en plus content quand le contenu est un peu plus court. Ouais. Parce que plus on va dans le temps, plus j'ai l'impression que les réalisateurs font des films plus longs et les développeurs font des jeux plus longs. J'ai adoré le dernier Dupieux, justement. Putain, comment? Le dernier Dupieux qui fait 1 heure. Ah bah ouais, mais... Yannick, il est nickel, il est génial. Il fait juste 1 heure? Il fait 56 minutes, je crois. Il fait 56 minutes? Ouais. Donc c'est pas un long métrage. Parce que je crois qu'en France, c'est 1h06. Donc voilà. Ou alors peut-être qu'il fait tout juste 1h06. À vérifier quand même. Mais 1h06 avec générique compris. Ouais. Et là, tu peux... générique. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il va y avoir Yannick 2 dans le... Non mais tu vois, c'est marrant parce que dans les critiques de jeux vidéo,
quand c'est court, la durée de vie, ils mettent une mauvaise note. Tu vois. Ouais. Alors que maintenant, tu te dis, c'est bien, c'est court, comme ça, tu vas pouvoir profiter des qualités du jeu, Mais oui, sans que ça te prenne 1000 ans. tu as une expérience qui peut être plus intense, et puis tu pourras aussi passer à autre chose et peut-être refaire le jeu, chose que refaire les jeux, Moi, j'aime pas. je peux plus. Ah en ouais, fait. mais comme les films, je peux pas refaire les jeux. Ah non, Et pareil, les jeux, je préfère les jeux courts, hormis quelques exceptions. Là, je viens de lancer, une fois que j'ai fini l'enregistrement du premier podcast, enfin le montage, je me suis lancé dans Starfield et je sais que j'ai passé un certain temps. ouais, bah là c'est fini, là, t'as plus du social. Bah, D'ailleurs, il n'y aura pas de voilà. vocal la semaine prochaine, je suis désolé, messieurs, dames, mais c'est terminé. Ça devient une émission annuelle. Ah oui, bah normal. Il y a un truc qui est marrant, ça va vous parler vous, les vieux. C'est que je me suis découvert une passion pour le ROM hack. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est qu'en fait, maintenant, ROM tu peux globalement jouer à tous les jeux, d'anciens jeux sur émulateur. Ah oui. Très simple d'accès. Oh, c'est pas récent. Et c'est pas récent, mais par contre, ce qui est en train d'exploser, même si ça fait un moment que ça existe aussi, c'est que maintenant il y a des créateurs qui s'approprient le code de vieux jeux et les remodèlent complètement pour faire autre chose. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont passionnés pour, je sais pas, refaire des Banjo-Kazooie dans le monde de Zelda, tu vois, des trucs comme ça. Et des fois, c'est juste des crossovers un peu marrants. Mais aujourd'hui, il y a des véritables recréations de jeux, de gens qui se disent, tiens, je vais développer un jeu façon PlayStation 1. Ouais. Il y a des jeux d'horreur qui ressortent sur PlayStation 1 aujourd'hui. Et c'est incroyable, vraiment. Je vous recommande si un jour vous avez le temps. Mais Rockstar devrait les recruter parce que leurs masters sont pourris. Donc, C'est clair. C'est en plus, les mecs, c'est se réapproprier avec les codes Avec de d'autres l'époque codes, ouais. et d'en faire autre chose parce que c'est aussi un moyen pour plein de gens de pouvoir se servir d'une base d'assets, de ne pas avoir à tout faire de base et pouvoir quand même exploiter leurs idées. C'est un peu comme c'est le modding, ce genre de truc. Et ouais, je me suis découvert ça. Il y a vraiment un univers énorme. Et Comment tu dis le terme? ROM hack. ROM hack. Oui, ROM. C'est le nom du ROM. c'est ça. Et hack comme hacking, voilà. C'est mon conseil. Parfait. Vous avez joué à Mass Effect, la trilogie, tant qu'à faire. Alors moi, je suis passé à côté. J'ai essayé je me suis acheté quand ils ont fait un peu les remaster, Qui est très bien fait. qui est très bien fait, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ah ouais. Et en fait, Mais le premier est très dur à rentrer dedans. ouais, j'ai joué à Andromeda et en fait, tout le monde m'avait dit c'est la merde. J'avais lu des critiques pourries et je me suis dit, oh, Andromeda, il est pas cher, je vais le prendre. On ne sait jamais. Oh, j'ai adoré Andromeda. Mais moi, j'ai Et découvert. ma PS4 a cramé. Ah merde. Voilà, sur la planète de glace, elle a fait et fini. C'est le 4 du coup. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. c'est pas le 4. C'est comme Fallout, c'est New préquel, Vegas, en fait. c'est pas le C'est 4. préquel en fait. c'est Andromeda, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé Mass Effect par Andromeda, justement. Ah, donc j'ai bah commencé ouais. tard. Et j'ai adoré Andromeda. Ouais. Maintenant que j'ai joué à la trilogie, je comprends ce que les fans reprochent à Andromeda. Ah. Mais ça reste pour Tu moi. pourras me le dire. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un attachement certain aussi au personnage de Shepard, Shepard. Ouais. Et puis après, c'était un RPG d'un autre temps. C'est beaucoup plus facilité dorénavant les RPG où on te mâche un peu le travail. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien savoir où je vais quand j'ai une quête à mener. Ce qui n'était pas le cas dans les premiers. Il fallait vraiment se galérer à chercher. Peut-être, tu n'avais pas forcément de cartes très bien détaillées. Tu n'avais pas de points de repère. Donc voilà, il y a des gens qui adorent ça dans le jeu vidéo. C'est sûrement aussi ce qui plaît dans Zelda. Je crois que c'est un peu ce cas-là. Tu es obligé de te démerder aussi un petit peu. Ouais, puis tu peux te démerder de plein de façons différentes et Paul pourra y jouer et aura une expérience différente de moi dans le même donjon, dans le même truc. Voilà. Il y a beaucoup de liberté aujourd'hui, mais c'était pas du tout le cas. Oui, c'est clair. Il y a quelques années. Ouais. C'est un truc relativement qui est revenu. Premier sur Game Boy, premier Zelda, je suis. Link's Awakening. Ah putain, Ouais. un bonheur ces jeux. On passe à la suite parce qu'on pourra en faire des heures. Ouais. Paul, Cyril MP3 a récemment annoncé dans une de ses vidéos MP4. MP4, j'ai marqué MP3. Parce qu'il faut qu'il a plus. Parce que moi, C'est la version podcast de ça. Je sais même pas qui c'est. Je suis. C'est je passe vraiment pour un vieux. Non, mais c'est un créateur de contenu, pour ne pas dire un youtubeur assez connu, qui a commencé par le jeu vidéo également. Et il a annoncé récemment que Paul, tu allais le rejoindre sur certains de ses projets. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça avancé? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Ouais, je vais vous dire qu'effectivement, il m'a engagé pour écrire des documentaires pour lui. Je ne vais pas vous dire sur quoi, parce que après, je ne sais pas du tout ce qu'il révèle. Tu nous le diras en off. Mais en gros, il veut sortir 6 documentaires par an. Et lui, en fait, il me suit depuis très longtemps. Et donc, ça fait un moment qu'il cherchait un moyen de me faire intervenir pour sa chaîne. Et lui, il a complètement... c'est un autre niveau. Je suis allé voir dans ses bureaux à Paris. C'est c'est une grosse entreprise à MP4 maintenant. C'est MP3. Non, c'était bien MP4. C'est un Wish. Ouais, c'est ça. Donc, il a beaucoup de gens à son service, donc beaucoup de trucs. Et ça tombe plutôt à pic pour moi parce qu'en fait, moi, je suis en train de pas mal changer ma trajectoire. C'est-à-dire que mon ambition à terme, ça serait en fait de sortir genre limite plus qu'une vidéo par an, tu vois. Ah oui. Mais pour ça, tu vois, j'ai vraiment envie de sortir
un long métrage documentaire d'1h30, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de succès. Pour te dire qu'une vidéo, ça suffit à te rémunérer toute l'année. Bonne chance. Oui, déjà. Ou pourquoi pas commencer à travailler un petit peu dans l'ombre pour me faire un peu d'argent. Parce que, tu vois, pour travailler pour Cyril, ça me rapporte beaucoup mieux que de travailler pour moi. Tu vois, Ouais. en termes de nombre d'heures et d'argent que je récupère, c'est très différent. Et en plus, il y a un côté j'écris pour lui et ensuite vendre le projet, la miniature, le machin, c'est son problème ensuite. Ce qui est quelque chose, une décharge énorme. Ouais, Ça te fait gagner du temps aussi, du coup, de avoir Ouais, le projet. c'est ça. Oui, parce que toi, tu gères tout seul. T'as Ouais, pas c'est quelqu'un qui va te faire tes miniatures. Voilà, mais j'engage un graphiste, mais il y a globalement, c'est moi qui dois choisir qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette miniature pour que ça donne envie aux gens. Et ça, c'est une responsabilité énorme parce qu'en fait, la miniature, c'est 50% du travail. C'est-à-dire que tu peux avoir la vidéo la plus incroyable. Si les gens ne cliquent pas, ils le sauront jamais. Donc, Et le titre aussi, je vois des youtubeurs qui changent souvent le titre de leur vidéo. ouais, le titre aussi hyper important, tout à fait. Les deux sont aussi importants. Ouais. Je pense que c'est sans doute quelque chose qui peut se rapprocher du cinéma aussi. Hein, le côté, voilà, il faut que l'affiche tout de suite te donne envie. C'est pour ça que vous voyez, vous parliez tout à l'heure des affiches qui se ressemblent toutes, notamment sur les comédies françaises. On connaît la police jaune, couleur. Ouais. C'est parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, les gens vont identifier ce que c'est. Et comme c'est des films qui marchent, tu vois, c'est comme il y a des millions d'euros qui sont en jeu, il faut sécuriser l'investissement. Voilà. Donc là, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Tout ça pour dire oui que du coup, si ça se pérennise cette histoire, parce qu'on est en train de faire un essai ensemble, ça me permettra de temps en temps pour lui écrire. Et comme ça, en attendant, j'ai un peu d'argent qui rentre et ça me permet de pas me forcer sur ma chaîne à sortir des trucs juste pour alimenter ma chaîne, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse plus aujourd'hui, qui est d'être créateur de contenu, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire toutes les semaines, moi je faisais tous les mois avant, publier un truc parce qu'en fait, c'est pas assez, tout simplement, pour faire un truc de l'ampleur que j'aimerais faire. Puis t'as peut-être l'impression de te forcer, du coup, à devoir faire... Complètement, ouais. C'est vraiment quelque chose que je ressens depuis un moment maintenant, de me forcer à sortir des vidéos, parce que je me dis, tiens, il faut que la chaîne reste vivante, il faut que je gagne de l'argent, et donc tout ça fait que, allez, il faut que je fasse ça, et pendant ce temps-là, je peux pas m'investir à fond dans un truc vraiment long. Donc là, en ce moment, je travaille sur un documentaire sur Mario, justement. Ça va être un truc d'1h40 environ, je pense. J'ai 2 fois le film de Quentin Dupieux, presque. Ça. Il faut dire que c'est un double moyen métrage. Un double Quentin. C'est ça. Et voilà, et là j'avais vraiment l'ambition de dire c'est un truc même pas, que tu ne trouves même pas aux États-Unis, parce que les États-Unis sont toujours à coup d'avance sur YouTube. C'est un documentaire qui prend le parti de vraiment retracer toute l'histoire de Mario, tu vois. Et ça se présente sous la forme, le documentaire se présentera sous la forme d'un jeu Mario type Mario 3, où on se déplace sur la map et les niveaux en gros ce sont les chapitres de son histoire. Et donc j'ai mis 4 mois à l'écrire et là je vais mettre 3 mois à la monter, quoi. Donc ça, j'aurais jamais pu le faire avec un modèle normal de chaîne YouTube, sauf si j'avais 3 millions d'abonnés, mais ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. La séance de Marty, une chaîne cinéma, travaille un peu comme ça aussi. Il fait une grosse vidéo par an à peu près, et il fait du montage après pour les autres. Et ce que tu dis, ça va avec la question qui suivait, c'est que vous vivez aujourd'hui tous les deux de votre art, parce que même toi, ça reste un art, Paul, également ce que tu fais, la création de contenu. C'est donc ce qui vous paye aujourd'hui, et cette nécessité de gagner votre vie, est-ce que ça influe justement la façon de créer? Moi, pas trop. Ouais. Je vis pas non plus. Tu vis pas? Non, mais je vis pas que de ça en fait. Ah Je oui. vis pas faire des affiches. C'est vraiment une partie de mon métier. Si je faisais que des affiches, je vivrais pas en fait. Ouais. Donc faire des covers pour des éditions Blu-ray, c'est devenu une vraie grosse partie. On peut quasi dire, je pense maintenant, que ça représente peut-être la moitié de mon travail. Mais si je faisais plus que ça, en fait, je vivrais pas. Surtout avec 3 enfants. Voilà, Quelle idée. C'est pas possible. Quelle idée. C'est clair. Une fois, ça lui a passé. Non, c'est génial. C'est comme ça que tu as pu. Toi, ce que tu aimerais là, c'est que cette activité qui représente 50% aujourd'hui, ça soit 100%, ou tu aimes ce côté diversifié? Alors, j'aime beaucoup le côté diversifié. Puis je l'ai toujours rêvé parce que j'ai toujours eu plein d'activités partout. Mais j'aimerais bien pouvoir choisir. J'aimerais bien avoir le choix, en fait. Okay. Et je me rends compte que je suis à un moment dans mon métier, carrière, appelons ça comme on veut, où j'ai pas encore ce choix parce que j'ai besoin de faire rentrer de l'argent. Ouais. Donc je peux pas encore dire non, je fais pas parce que là j'ai envie de faire un truc pour moi et j'ai suffisamment pour faire un truc pour moi. Non, j'en suis pas là en fait. Ok. Et tu sens que ça... Je sens que ça pourrait être sur la bonne voie, mais j'y suis pas encore en fait. Donc je continue. Ok. Ouais. Bon, on en parlait à l'instant pour ma part, mais c'est le fait de devoir publier jusqu'ici régulièrement, m'obliger à certes faire ce que j'aimais,
mais pas de l'ambition que je voudrais. Donc, en fait, moi, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que mon rêve premier, c'était d'arriver de vivre de YouTube, ce qui est déjà pas évident. Mais t'as quand même une grosse chaîne, c'est pas rien. Ouais, je fais partie des moyennes chaînes, on va dire. Tu peux totalement en vivre avec ça. Mais en tout cas, tu vois, je me suis lancé en 2014 à plein temps et ça a mis 2-3 ans avant que j'en vive. Et donc voilà, ça c'était un peu la première étape. Maintenant, j'en suis à l'étape de OK, maintenant j'en vis. Et maintenant, comment faire pour garder l'envie, Tu fais tête feuille. Voilà, pourquoi pas. Non, mais c'est ça qui est pas évident. Une fois que tu as ce luxe, ce privilège, il faut arriver à garder l'envie parce que la grosse difficulté, même si c'est un privilège encore une fois, c'est d'avoir toujours envie parce que c'est pas un métier qui peut faire à moitié, quoi. Si demain tu es un peu moins motivé, ça devient un calvaire parce que c'est trop d'implication par rapport à un métier plus normal. Tu vois, type quand j'étais vendeur à la Fnac, que je le fasse avec envie ou non, ça n'avait pas d'importance. Ouais. Je sais pas si c'était pareil pour Game. Ah si, c'était exactement pareil, mais moi j'avais la niaque, j'avais trop envie, j'aimais trop parler jeux vidéo avec les gens en fait. Okay. Ouais. Il aurait pu être vendeur de DVD, ça aurait été pareil. Putain ouais, vendeur de films, ouais. J'aurais été heureux. Je pense que j'aurais été heureux vraiment dans un vidéoclub. Bocal. Il y a un terme aujourd'hui qui existe, qui moi m'énerve un peu, c'est le métier passion, mais on peut quand même définir vos métiers comme ça. Oui, bien sûr. Quand notre métier est notre passion, que nous reste-t-il pour nos passe-temps ? Oh là. Ouais, je bosse un peu. Bah justement, on a encore des passions parce que toi comme moi, on joue aux jeux vidéo, on regarde encore des films. Écoute, non, et pour le coup, moi, c'est une vraie question parce que j'ai beaucoup de mal à regarder un film, jouer à un jeu sans me dire ça va me servir, tu vois. Ouais. Je suis toujours un peu connecté au travail. J'essaie toujours de me dire, tiens, si je passe du temps là-dessus, au moins je pourrais récupérer le temps donné sur le travail. Oui. Je dis pas que c'est bien, mais je sais que c'est un truc naturellement de se dire. Et Toi, ça, t'arrives c'est vraiment à déconnecter. Mais non, j'arrive plus à déconnecter avec les films. Ouais. Ok. J'ai un carnet et je sais que maintenant quand je regarde un film, si Fais une pendant le film, je peux faire une pause, aller chercher mon carnet et écrire des trucs parce que j'ai l'idée d'une affiche. Mais c'est pas lié au créatif, ça, en général, de toujours, justement, quand tu fais quelque chose, peut-être le Oui, t'as projeter sur... la tête qui est jamais éteinte en fait. Moi, le truc déconnecter de son cerveau, déjà je trouve ça trop con et en plus. Ouais, mais non, des fois, il faut dormir quand même. non, alors oui, mais pas quand tu regardes une œuvre ou t'écoutes de la musique ou tout ça, tu déconnectes jamais ton cerveau en fait. Tu Ouais. continues à analyser, à réfléchir, puis ça t'amène vers d'autres endroits, tu rêves quoi. Enfin, ça c'est. Moi, tout ce que j'écoute en musique, je note pour la playlist Ah, tu vois de Bocal. Voilà. Ou pour la radio. Bah, moi, je trouve que c'est un côté stimulant, tu apprécies les choses différemment et tu t'appliques plus, justement, je trouve, en faisant ça. Mais par contre, j'aimerais bien quand même, à terme, vraiment trouver un truc qui soit complètement décorrélé pour, je sais pas, peut-être pas saturé. Enfin, je sais pas si à terme ça peut être un problème. T'as plus d'expérience après, donc tu dirais que jusqu'ici ça n'a pas été un souci. Toi, Grégory, tu vas souvent au Japon aussi pour te décompresser. Enfin, je sais pas où. Ouais, en fait, c'est devenu. Au départ, c'était juste un voyage de noces et en fait, le voyage de noces, il s'est trouvé que je suis reparti 3 ans après avec des amis parce que j'avais adoré ça, un peu plus longtemps, et puis encore un peu plus longtemps avec 2 amis, et puis Enfin, je suis 3 reparti encore avec ma femme, je suis reparti avec ma femme, et puis j'ai tourné des vidéos là-haut où j'ai fait des clips musicaux. Oui. On pourra en parler si tu veux. Ouais, on peut en parler. Et puis après, je suis parti avec mes enfants parce que le Japon et partir au Japon et découvrir le pays, c'est devenu une vraie passion. Et moi, ça me ressource en fait. Je sais que maintenant, j'ai trouvé comment me ressourcer et déconnecter de tout. C'est partir au Japon. Alors, ça fait vraiment le truc de riche. Moi, je pars au Japon, tu vois. On disait, putain, le mec, en fait, oh la vache, il a trop de thunes. Non, c'est juste que ma priorité, voilà, on a tous des priorités. Et moi, c'est devenu vraiment le truc où je sais que là, quand je vais pouvoir arrêter, c'est l'année prochaine, si je peux, je pars au Japon pendant 1 mois et je mets tout en off. On va passer, suite à ça, maintenant aux questions sur Reims. Depuis quand vous vivez tous les deux sur Reims et comment vous y êtes arrivés si vous n'y êtes pas né? Alors, moi, je suis né à Reims. Ok, merci. À Courlancy, voilà. Courlancy. Ouais, et après, on n'habitait pas à Reims, mais on est revenu habiter à Reims du genre quand j'étais au CP. Voilà. D'accord. Voilà, donc je vis à Reims. Je n'ai jamais habité ailleurs qu'à Reims, du coup. Ah si, j'ai habité Jusqu'à à 6 ans. Chanvoisy, à Dormans, puis à Chanvoisy, puis à Chalon-sur-Marne, un tout petit peu à côté de Chalon-sur-Marne. Et ensuite, voilà, quand je suis rentré au CP, c'était on a déménagé à Reims et j'ai jamais rebougé à Reims. T'as découvert la ville.
J'ai découvert la grande ville, voilà, qui me faisait rêver. Bon, pas du tout. Ok, donc ouais, adulte, c'est ça que je voulais dire pendant tes études ou quoi. Non, Parce que t'étais bien ou parce que j'ai jamais eu l'opportunité de bouger. Et puis, de toute façon, les Merci études. de faire le podcast, hein, c'était les prochaines Ah, questions. bah d'accord, mais en fait, les c'est bien, études, c'est bien. les études, c'était pas trop mon truc, en fait. Donc, j'ai pas eu des grandes écoles Ok. qui m'ont ouvert les portes pour dire, viens. C'est un message d'espoir pour tous les enfants qui nous écoutent. Ouais, exactement. Voilà, si on parle du système scolaire. Non, mais bientôt, les élèves de 6 Avant, on avait des valeurs. d'arbres, mais tout va bien. Ah, ouais, d'accord, ok. Et toi, Paul? Moi, je suis arrivé à Reims en 2011, donc pour cette fameuse Comme ouverture moi. de Fnac. Ouais, 2011. Alors, à Tilloy, alors. à Tilloy. Pas Alors, Reims. je me suis mis à vivre à Reims Ah. et j'ai pris le bus tous les jours. Alors moi j'ai grandi, je suis né à Bordeaux, mais j'ai pas mal déménagé et j'ai surtout grandi ensuite à Épernay, on va dire. Et Oh oui, c'est pas pareil. j'ai beaucoup bougé et il y a eu cette opportunité professionnelle un retour à Reims à ce moment-là. Donc ça fait du coup 12 ans que j'y suis. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît à Reims? Alors c'est intéressant parce que moi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je gère en associatif un espace de coworking et de plus en plus, c'est un espace où les indépendants, donc autant les entrepreneurs ou artistes ou même beaucoup de salariés en télétravail maintenant qui font que du télétravail viennent travailler chez nous plutôt que travailler tout seul chez eux. Et on a de plus en plus de Parisiens notamment qui viennent. Oui. Et en fait, du coup, j'ai un bon échantillon après toutes ces années là-bas de la vision qu'ont les gens de Reims, qui est assez mauvaise de base, donc c'est-à-dire. Ça, ce sont les Rémois qui ont le mauvais vision de Reims. Bah, ouais, moi. Écoute, en tout cas plutôt glacial, pas très fréquent, pas très fun, un peu gris et bourgeois, tu vois. Et c'est quelque chose qui j'ai vu un vrai changement. J'ai l'impression, hein, bien sûr, c'est toujours un faible échantillon, mais que c'est quelque chose qui devient de plus en plus attractif. Et moi, je trouve qu'effectivement à Reims, il y a quelque chose qui se passe qui fait que sans doute dans 10 ans encore, on sera sur ce petit âge d'or, tu vois, un petit peu Ouais. comme ce qu'a eu Bordeaux avant que ça devienne étouffant. Ouais. Là, on va être au moment où ça va être pas mal, quoi. Il y a plein d'autres villes qui sont bien meilleures. Juste, moi, ce qui est le plus important que la ville en soi, c'est vraiment ce qui s'y passe. Et comme en y ayant vécu 10 ans pour ma part, j'ai vraiment développé beaucoup d'amitié, etc. Il y a un côté maintenant que j'adore, c'est-à-dire être en ville et croiser quelqu'un, et ce côté village un peu, tu vois, de pouvoir croiser les gens, et de me sentir vraiment chez moi, tu vois. Et d'avoir une vie sociale épanouie, tu vois. Tu peux être dans la meilleure ville du monde, si t'es tout seul, en fait, tu l'apprécies pas. Tu sais, il y a plein de gens qui ont été dans la même ville et qui disent c'est de la merde ou c'est génial, tu vois. Ouais. Donc, je dirais quand même que la ville reste en dessous de bien d'autres villes qui sont bien plus sympas, peut-être plus accueillantes aussi quand même, moins dans l'entre-soi, peut-être plus connectées. Mais voilà, moi j'y reste en tout cas aujourd'hui pour ce que j'y ai construit. Un peu pareil. J'ai une partie de ma famille ici, même si j'ai une autre partie qui est dans le sud, à Nîmes et Avignon. Sud de Reims? Ah non. Ouais, dans le sud. Mais tu préfères aller vivre au Japon en fait. Mais en fait, j'ai même pas envie d'aller vivre au Japon. Ok. Le Japon, c'est aller me ressourcer en fait. Donc si Ok. je vivais au Japon, ça serait pas me ressourcer. Ou tu ça serait- seras en France. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Je vais peut-être aller vivre au Japon. Pour être ressourcé à 24. Exactement, c'est vrai. Non, moi, Reims, c'est pas une ville que j'ai choisie, mais en fait, c'est une ville qui était. Voilà, j'y suis resté. Je me suis marié, j'ai eu mes enfants. Elles sont rentrées à l'école. Enfin, tout se fait naturellement. J'ai bossé avec plein d'entreprises. J'ai monté mon asso. Donc finalement, il n'y a jamais eu un intérêt pour dire, bah en fait, il faut que je me casse. En fait, c'est le maintenant. Il faut que j'aille autre part. Il y a pas eu d'intérêt pour que j'aille autre part en fait. Parce Tu connais ce que bien je faisais, Reims, malgré tout. Ouais, et pourtant, j'ai jamais. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai monté mon asso, c'était en 2004. J'ai jamais eu une seule aide, Ouais. que ce soit de la ville, de personne. On était tout seul. On avait l'impression d'ailleurs de lutter tout seul parce qu'il y avait rien en fait. Il y avait pas d'autres assos qui faisaient des courts métrages. Il y avait pas de vidéos qui se faisaient. On avait l'impression qu'on avait pas d'aide et qu'on criait tout seul et en fait, il se passait rien en fait. C'était horrible. C'est intéressant ce que tu dis de dire cette ville, je l'ai pas choisie parce que c'est la grosse différence que je vois aujourd'hui. C'est que avant, pendant de nombreuses années, la blague c'était de dire alors toi t'es nouveau, je suppose que t'es là soit opportunité pro ou pour l'amour. C'était forcément un des deux. C'est jamais parce qu'il s'est dit Bon, Pour les études. Mais sinon, non, effectivement. voilà. Et là, donc, depuis, je dirais, quelques années maintenant, quand même, peut-être 3-4 ans, il y a, bah écoute, j'ai fait des études un peu par rapport à, voilà, la proximité à Paris est hyper importante. Puis c'était la ville la plus ensoleillée du Nord en 2018. Hein. Donc ça joue. Hein, Ouais, alors on n'a pas réussi cette année, mais. non. Et du coup, il y a ce vrai changement, je trouve, où le plus en plus, c'est un choix pour la ville et pas par défaut, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a cette proximité de Paris et de l'arrivée
du TGV il y a 10 ans aussi, qui a beaucoup joué en faveur de Reims et qui l'a replacé un peu. Il y a beaucoup d'entreprises ou de gens qui travaillent à Paris qui viennent vivre à Reims pour gagner en confort de vie. Donc ça joue forcément. Grave. C'est le mot de la fin, grave. Bravo. On passe à totalement autre chose. On reviendra sur Reims après. Quel enfant étiez-vous? Petit. Ouais. Bon, ce qui ne change pas énormément. Ce qui ne change pas beaucoup. C'est vrai que j'étais très jeune avant. Ouais, quand tu étais enfant, tu étais Quand jeune. j'étais enfant, j'étais très très jeune. Est-ce que quand tu avais 10 ans, tu disais déjà quand j'avais 5 ans, c'était mieux? Exactement. Bah oui, j'avais déjà cet état d'esprit. Il détestait Dorothée. Je détestais Dorothée. Ma mère, elle pensait que j'adorais Dorothée, mais en fait, c'était juste pour regarder Dragon Ball. Maureen d'or et... Non, il y avait quoi avant Dorothée? Maureen d'or. Maureen d'or, j'ai eu un vieux flashback. Non, je pense que j'étais beaucoup rêveur. J'avais envie de raconter tout le temps des histoires. En fait, je jouais énormément avec mes jouets. J'adorais ça. D'ailleurs, j'adore toujours les jouets. En fait, j'ai une vraie passion pour les jouets, vieux jouets, peu importe. Ouais. J'adorais aller dans la nature, me faire des cabanes parce que mon père habitait dans l'Aisne aussi. Quand mes parents ont divorcé, c'est un gros tournant dans ma vie. Donc, j'allais et dans l'Aisne et à Reims. Mais ouais, C'est pas facile. m'évader, rêver, c'était... Aller dans l'Aisne, c'est pas... Non, c'était dur. Moi, je viens de Mais il y l'Aisne avait la avant- forêt avant à ça. côté, il avait une super baraque, donc c'était aussi des très bons Ouais. moments en fait. Ouais. Mais ouais, rêver, m'évader, et en fait, m'évader, c'était aussi à travers les jeux vidéo, à travers les films que je regardais, voilà, toutes les après-midi. Moi, je me souviens me poser dans le canapé et regarder Predator et Robocop à la suite, en mangeant des gâteaux. Et les dessins un peu? Et quoi? Les dessins, quand tu étais petit? Pas du tout. Dessiné? Ouais. Ah ouais, énormément, parce que mon frère est dessinateur. D'ailleurs, vous allez en entendre Mais parler, oui. parce que c'est sa première BD qui sort bientôt, dans les mois qui suivent, avec Canepa à la couleur, si vous connaissez un petit peu la BD. Paul, toi, l'enfant que tu étais? Ouais, rêveur, je dirais pas ça, mais créatif. Effectivement, moi, toujours à dessiner, à créer des jeux pour mon frère qui avait 2 ans de plus. Toujours créer des expériences pour lui pour qu'ensuite il fasse des trucs, donc des petits chasses au trésor, Qui se fasse engueuler. des jeux de société. Non, parce que T'avais ça aussi? en fait, je faisais pas créer des jeux, mais je sais que ça a été une période quand j'étais au collège. Il y avait Warcraft 2. Bon, je sais pas si Ouais, t'as oui. connu. Ouais. Il y avait un éditeur de maps, et pendant des mois et des mois, j'ai créé des maps pour mon frère sur Warcraft 2, juste pour qu'il pille en fait ma map en 10 minutes, et voilà. Et je pleurais en fait parce que j'avais passé des heures à faire ma map. Je comprends. Je comprends tout à fait. Et justement, encore pour vanter les vérités de l'ère moderne, je pense qu'on aurait été les ados les plus heureux si on avait été ados au moment de Minecraft. Parce que tu vois, les éditeurs de maps, c'était quelque chose d'assez rare, et dès qu'on en avait entre nos mains, c'était C'était incroyable. Ouais. Et là, Minecraft, d'un coup, ça a permis quand même quelque chose de très Ouais, mais accessible on a pour fait tous. plein d'autres choses. On sait pas cantonner que à ça, nous. Déjà, on savait jouer sans Exactement. allumer les... Non, mais attends, l'éditeur de map, c'était vraiment trop limité, mais j'ai adoré. Mais en tout cas, ouais, on avait ce même côté, créer des choses, des expériences un petit peu. Mais ouais, créer, c'était important. Mais ça l'est toujours. Grave. Je me souviens même que, en fait, il y avait déjà ce rapport, en tout cas, à la pop culture et à la fiction. Je pense que c'est un truc qui m'a suivi depuis toujours, c'est que, genre, mon tout premier jeu vidéo, c'est Super Mario Bros 2 sur NES. Et j'ai un souvenir qui m'est resté, c'est que ce qui m'intéressait le plus, c'était le générique de fin, où il y avait tout le bestiaire qui apparaissait au générique. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose qui m'est resté, que je me suis toujours plus intéressé au bestiaire fictionnel que réel, en fait. Voilà. J'ai eu une période adulte où je me suis intéressé à la réalité, mais maintenant je suis un petit peu revenu à mes premiers amours. En mode, j'aimerais aujourd'hui faire des documentaires animaliers sur Pokémon. sur le bestiaire fictionnel, tu vois. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en gros, voilà, il y avait vraiment cette passion pour le fantastique, pour l'irréel, je pense, dès l'enfance. T'as chassé le Dahu alors. Le Dahu, c'est quoi déjà comme bête? Ah mais je te révèle pas, tu veux que je t'explique ce que c'est le Dahu? Et si tu veux, le week-end prochain, on va chasser le Dahu. Mais ça dit quelque chose. Et il va falloir que je le filme si on va chasser le Dahu. Parce que... Je sais plus ce que c'est, mais je sens le truc venir. Ah bah ouais. Bon, c'est un autre podcast. On laissera les auditeurs aller se renseigner sur les Dahu. Vous pouvez. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vouliez faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors moi, bon, je sais pas Il si n'y avait pas de DVD pour toi et il n'y avait pas de YouTube pour moi. Non mais, alors toi, moi, le dessin? très tôt, je voulais faire du jeu vidéo. Oui, Et j'ai dit. c'est rigolo parce que j'ai voulu faire créateur de jeux vidéo, en tout cas développeur de jeux vidéo, pendant très 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 longtemps. Et mon frère a travaillé à Ubisoft. Il arrive, il fait des célébrités dans la famille. ça, et d'un seul coup, et il postule à Ubisoft, et il a sa place à Ubisoft, et il part à Paris.
Et mon frère, c'est toujours quelqu'un de très important pour moi. Et en fait, mon frère est parti à Paris travailler à Ubisoft. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le jeu vidéo que je veux faire, que j'aime. Et en fait, ça a dévié vers le cinéma. Et après, c'était, non, en fait, je veux faire des films. Et après, et comme j'ai toujours aimé justement le rapport à l'objet, Ouais. le film, le jeu vidéo, c'est toujours rapporté en fait à l'objet. Parce qu'il y a un côté rituel. Pour moi, c'est quelque chose de très important en fait. Et à force de penser et de faire des films, faire des courts-métrages, je me suis dit, mais en fait, l'affiche, c'est aussi super important. Et comme j'aime le graphisme, en fait, tout s'est fait petit à petit. Mais je ne mets pas la réalisation de côté, parce que là, je vais réaliser un court-métrage avec un copain, et on écrit un long depuis 3 ans. Donc voilà, je pense que voilà, c'est long. Les longs. Ok. Et tu dirais en tout cas que par rapport à la question, est-ce que ton toi de 8 ans dirait je suis content de ce que tu fais aujourd'hui, ça me Ah ouais, correspond putain, pas, ouais, je pense qu'il serait trop content parce qu'en plus, j'ai pas travaillé à l'école. Et j'arrive quand même à faire des trucs qui me plaisent. Je vis quand même de choses qui me plaisent, parce que même si des fois je fais des vidéos qui ne m'intéressent pas trop, ou une affiche qui va pas m'intéresser, je fais quand même une affiche et je fais quand même des vidéos. Donc c'est quand même Mais travailler à l'école, quand même, c'est important. Travailler à l'école, c'est très important. Ouais. De toute façon, la tranche d'âge du podcast, c'est pas les enfants qui vont à l'école. Ah ouais, ça va. Et toi, Paul, tu disais YouTube n'existait pas, mais ton métier, en fait, c'est pas tant YouTube, c'est raconter des histoires. Ouais, c'est vrai. Oui, globalement, je suis très C'est beau, hein. heureux en gros, très, très vaguement, de faire un métier créatif, quoi. C'est ça. Vraiment, Ouais. qui se basait là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé YouTube, du coup, comme je t'ai dit, à plein temps en 2014, mais 2014, j'avais déjà 28, je sais plus quel âge j'avais, un truc comme ça. Donc en fait, il y a eu un premier, c'est pas vieux en soi, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un premier cycle de ma vie où pas du tout, je ne faisais pas du tout ce que j'aurais voulu faire étant enfant, tu vois. La Fnac. Il y a eu, voilà. Non, mais il y a eu la Fnac, il y a eu beaucoup d'errance. Et en fait, il y a, je pense que c'est quelque chose assez commun. Il y a les errances de cette décennie où tu fais des choix par défaut. Comme les études, c'est comme toi, Grégory, pas du tout mon truc. Donc j'ai plutôt enchaîné échec sur échec. Et il a fallu, au bout d'un moment, arrêter de vouloir faire des projets trop ambitieux parce qu'il n'y avait rien que j'arrivais à terminer ou à faire. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, reprenons un truc le moins ambitieux possible. Voir dans le jeu vidéo, tiens, c'est pas mal, bon compromis. Formation de 9 mois à l'AFPA, là, pour faire des stages chez Game, tu vois. Et juste de faire un métier simple et de me montrer que j'étais capable de me lever le matin, ce qui peut me sembler simple, mais je pense qu'il y a une période de ta vie où ça n'est pas tant que ça. Tenir des horaires et ça va faire un métier, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et ensuite, de me dire, attends, qu'est-ce que je voulais faire déjà quand j'étais petit? Et là, de me reconcentrer là-dessus. Mais il a fallu passer par la phase... T'es obligé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, trop heureux. Alors là, je suis dans une situation compliquée où il faut rebondir parce que c'est dur de continuer, mais c'est déjà super. Voilà, donc bravo. Je me parle à moi, mais non, c'est bien. Bravo, Paul. Quelle est votre Madeleine de Proust? Ah, ma Madeleine de Proust, le film Les Tortues Ninja. Ouais, je te rejoins, j'adore. Mais j'adore tous les films des années 90. Non, pas tout, mais justement, je le disais tout à l'heure, mais ça va être revoir des films qui ont beaucoup compté pour moi. Ça va être revoir des films qui ont beaucoup compté pour moi quand j'étais enfant. Robocop, Alien, Predator. Howard the Duck. Les Tortues Ninja, pas Howard the Duck. il est génial, c'est Ouais, la Soupe au chou. Soupe au chou, premier film pour moi, 2 ans. Et il y a un super film, une super vidéo YouTube de Dead Wheel, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne critique cinéma. Ah, mais j'avais fait une interview avec lui. Sérieux? Ouais. D'accord, mais il fait moins de vidéos là pour différentes raisons, mais c'est une super chaîne cinéma. Il a fait un décryptage de la soupe au chou qui donnait un autre axe de vision en fait du film et qui était hyper intéressant. Et quand tu dis Madeleine de Proust, c'est genre quelque chose que vous revoyez genre chaque année, vous en faites un truc ou pas? Non, qui te ramène à ton enfance en fait. Un souvenir qui te ramène à ton enfance, une odeur, c'est dans le même registre que les Tortues Ninja, c'est Ninja Kids. Qui doit être un des films que j'ai le plus vu, pareil, qui est en mode oh la vache. Est-ce qu'ils avaient des têtes d'ail? Ça vous ramène au début du podcast. Non, c'est pas ce film-là. Non. Tu l'as vu Ninja Kids ou pas? Non, Ninja Kids, ça me dit rien comme ça. J'ai peut-être vu, mais c'est comme les Tortues Ninja pour moi. À un moment donné, c'est un truc qui a ramené encore plus que les Tortues Ninja. Ça a ramené toutes les modes en un film. Ouais. La mode à l'époque, c'était les ninjas avec les Tortues Ninja. Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Donc le film de on est petit et on se bat contre des cambrioleurs. Et donc en gros, c'est des gamins qui apprennent le karaté de kung-fu, je sais plus, auprès de leur grand-père. Et ils se font, ouais, c'est ça. Et ils se font, il y a des gars qui veulent les kidnapper et ils mettent plein de pièges en place dans la maison. Voilà, le film est trop bien. C'est le même réalisateur qui a fait ensuite Rasta Rocket. C'était vraiment son époque. J'ai plus le nom de ce monsieur. Non. Voilà, je crois que. Rasta Rocket, qui est un très bon film. Ouais, ce film-là, je pense que c'est comme vos Madeleine de Proust. Je vais dire toutes les répliques.
Ouais. Filé, tu connais tout par cœur, quoi. Ouais, moi je crois que mes Madeleines de Proust, ça va être pareil, ça va être le cinéma des années 90. Hein. Très, très attaché à ce que, à l'époque, on regardait la télé le dimanche soir, enfin, pendant les vacances, ou le mardi soir, parce qu'il y avait des films encore à la télé. Et je sais pas si on a encore, d'ailleurs, je regarde plus la télé. Ouais, moi non plus. Ouais. Mais j'ai des souvenirs de films incroyables où on était tous réunis à regarder la même chose. Et on n'était jamais coupé par notre téléphone ou on était coupé par la pub. C'était mieux avant. Allez, c'est reparti. C'est clair. Non, c'est pas mieux avant, on vivait Putain, différemment. Ok. Non, il y avait une notion négative. Ne mens pas. Ouais, c'est Mais par contre, est-ce que dans ces films-là que vous citez, quel est le film où vous vous dites vous pouvez vraiment dire chaque réplique par cœur? Est-ce qu'il y a des films comme ça? Ouais, moi, Je fais chez tout le monde, justement. moi, plus rien à voir, ça va être Les Bronzés, peut-être Les Bronzés font du ski, mais ça, c'est très différent. Ouais. Je préfère Les Bronzés font du ski que le premier. Ouais, La Cité de la Peur. Ah ouais, aussi, mais oui, évidemment, c'est ce genre de Classe film. américaine, Wayne's World. Ouais, je suis un peu moins moi sur Wayne's World. Première minute de Beetlejuice, parce que je faisais Ouais. carrément même la musique, les bruitages et tout. Non, après, moi, j'ai une mémoire de merde. Alors, les répliques, tout ça, je suis pas. J'ai l'imagerie, en fait, générale du film me ramène à mon enfance et à ce que j'aime et j'aimais. Mais alors, te sortir des répliques ou les noms des réalisateurs, Putain, moi j'adore. assez peu. Hot Shot. ouais, C'est la pilote dans l'avion, évidemment. sauver la reine. Ouais, tout ça, les répliques à fond. Hein. Moi j'adore ça. Wayne's World, j'ai redécouvert en plus récemment tu sais qu'avant le film, j'ignorais ça quand j'étais ado. Ah, c'est en fait les sketchs du SNL. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est assez passionnant parce que cet esprit de on fait une émission avec pas de moyens sur des sujets qui n'intéressent que moi. Et ça a vraiment été dans l'esprit YouTube, justement. Moi, c'est un truc que j'aimais et qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube, ça permet à des chaînes de plus en plus niches d'arriver à en vivre quand même. Ouais. Et notamment aux États-Unis où ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, tu peux faire. Il y a des chaînes spécialisées sur Mario, sur Zelda, sur des trucs très juste mono sujet et qui en vivent quand même. Et c'est beaucoup empreint de cet esprit. Ouais, ça fait amateur, mais c'est pas grave. Parce que c'est des passionnés, tu vois. Alors qu'en fait, ils sont super pros dans Wayne's World parce qu'ils sont carrément leur caméra. En fait, le bateau, c'est une... ouais, en fait. qui s'appuie sur... C'est génial, quoi. Bocal. Quel est le premier disque que vous avez acheté? Acheté avec notre argent. Ouais. Avec notre argent. Ouais, avec votre argent. Alors, je pense que c'était l'album de Prodigy, Music for Jilted Generation. C'est en cassette peut-être du coup? Non, en CD. En CD. C'est celui avec le crabe ou pas du tout? Non, celui avec le visage qui sort d'un espèce de truc en métal. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Moi, j'arrive pas à me souvenir, moi, de... Toi, t'as ça? Moi, le premier disque que j'ai acheté, alors, ouais, j'ai un vague souvenir, mais je peux pas le dire. Avec ton C'est la argent. honte, c'est ça. Ouais, avec mon argent. Tu te souviens, ça y est, t'as ta thune. Mais t'as j'étais eu, déjà grand, je devais avoir une dizaine d'années, c'était Ricky Martin. Donc, Ricky Martin. ouais, bah ouais, j'ai une enfance. Moi, je t'ai dit album parce que je pense qu'avant, je me suis acheté mais juste des kilotonnes de 2 titres. Ah ouais. Mais ça sera sûrement de la dance tout pourri, tu vois, du un Toon Limited, un Master ouais. Boy ou un truc comme ça. Ah, ouais. Moi, je crois que j'ai en tête, justement, dans ces trucs de 2 titres... Bon, j'étais ado, hein, je sais pas si c'était mon argent, sans doute. Ne te Bah non, j'avais justifie pas d'argent. Allez, tu peux le dire. Il a dit Ouais, j'ai Ricky dit Martin, Ricky Martin, donc tu peux y aller. Non, pas tous, parce que c'est... En vrai, je suis content parce que je trouve ça marrant. C'est Limp Bizkit. Ah oui, C'était la chanson de Mission Impossible 2 à l'époque. Ouais. Mission Impossible 2, je suis un énorme fan. Mais si, Ah, c'est encore pas une mal. saga. Non, mais c'est bien. Encore une moi, saga, voilà. Je me sens bien. mais je suis un énorme fan surtout du 2 qui a vraiment rien à voir avec le reste parce que c'est ça qui est trop marrant, c'est que c'est what the Ah fuck. oui. Parce que c'est John Woo qui l'a fait. Bref, et voilà donc la musique, je pense, de Mission Impossible, vous l'avez par Limp Bizkit. Ouais. Et Limp Bizkit, moi, c'est resté vraiment la musique de mon adolescence en mode l'air néo-metal, Ouais. pas abruti. Et j'ai Sum 41. Parce que tu es fan de métal, on peut le dire. Ouais, c'est ça, ouais, moi très métalleux, et c'est après ça que j'ai commencé vraiment à plus m'y intéresser vraiment à la musique, mais ça c'était un peu le truc, tu vois, c'était l'époque où le métal, néo-métal, même si t'en avais rien à foutre de la musique, t'en écoutais quand même parce que c'était à la radio, tu vois. D'ailleurs, ça m'a plu de découvrir un documentaire que je recommande sur Netflix qui raconte Woodstock 99, Ouais. où c'était justement la grande ère de Limp Bizkit, Korn, etc. Il est incroyable ce documentaire parce que ils ont voulu, c'est une histoire assez symboliquement forte. Je sais pas si vous l'avez vu ce documentaire ou pas? Non. Non. Il faut Il absolument que vous le regardiez. déteste Netflix, alors tu peux pas. Non mais c'est un documentaire qui n'a rien à voir avec Netflix, c'était un documentaire. Pardon. Tu vois, il y a Interstellar sur Netflix, ça veut pas dire que c'est Netflix. Oui, bien Ouais, je sûr. pensais que c'était un document. Ok. Et du coup, ça raconte donc ce Woodstock. Et ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, ils veulent rétablir le Woodstock des années 70 en mode, tu vois, les valeurs qui vont avec. Ouais. Et c'est Bon courage. un calcul, Ah bah ouais, ils font bon ça courage, sur c'est un- foutu. Ils font ça sur une espèce de truc d'aéroport où c'est que du bitume, c'est la canicule. Il y a des problèmes d'eau. Je vois ce que c'est. Fini dans le feu. Il faut vraiment regarder le tout si vous aimez un petit peu. Vous qui êtes à fond années 90, ça va vous replonger dans un truc, les gars. Vous allez surkiffer. C'est le festival du fiasco, ça. Ouais, c'est C'est ça. un peu comme le Burning Man cette année où
Ouais, En fait, ça a il y l'air un il y peu énorme. hein, ça. énormément plu, donc ils sont Putain. restés bloqués 6 jours sur le site. Ils pouvaient pas sortir parce que c'était boueux. Ah ouais. Ils avaient plus à bouffer. Ah Plus à ouais, tu les boire. vois avec leur manteau de fourrure, tu vois, et en fait, ils Ouais. pètent toujours la gadoue. Enfin, c'est Dans n'importe quoi. 2-3 ans, on aura un petit docu sur ce Oui, carnage. sûrement, ouais. Ok. T'en auras même 15 des docus. Et le premier film que vous avez eu au cinéma, ou du moins Ouais, qui vous a marqué je me au cinéma, Je m'en souviens. je le savais. Tout premier cinéma. Il y avait des têtes C'est d'ail ou pas? cinéma opéra en plus, qui n'existe plus. Ouais. Dans la grande salle du cinéma opéra. Alors maintenant, là, c'est vraiment parler pour un vieux, mais la grande salle du cinéma opéra, je sais pas si vous avez des souvenirs de Bien cette sûr. salle-là avec la voûte qui est complètement. Ouais. Qui était incroyable. C'est des appartements maintenant. Ouais, bah là, je suis juste d'écouter. Et j'ai vu Roger Rabbit. J'ai Ah, vu la peau de Roger j'adore- Rabbit. j'adore Donc, ce film. Bah ouais, moi aussi. j'hésite à me montrer à ma fille encore. J'ai peur Ah qu'elle non, ait tu peur peux y quand aller. on Elle a quel âge 6 ans. Ah, bah elle va pleurer. Ouais. Ah, bah ouais. À la J'ai trompette. peur qu'il y a des trucs. Ouais, la trompette. Voilà, tu sais, elle va te dire, ah papa, c'est mal fait. Oui, c'est possible aussi. 6 ans, mes filles, elles avaient déjà vu. Ah ouais. Ouais, Roger Là, il y a Voilà. petite La vue concurrence entre parents. Là. Non, Ouais, la mais, vue. non, mais c'est parce que. Après, faut le sentir. Ouais. Que montrer des films à ses enfants, tu connais tes enfants, donc tu vois comment ils grandissent et ce qu'ils acceptent ou Ok. n'acceptent pas. Ah oui, tu vois Donc leur là, tu peux te dire. sensibilité. Ouais, voilà. Donc en fonction de leur sensibilité, tu peux te dire. Voilà, je pense que Et complètement. Moi-même, je pense que plus elle grandit, plus je dois faire attention parce qu'elle comprend mieux. Hmm. Elle a vu Hook, bon, ça va, mais Jumanji aussi, où elle était beaucoup plus petite. Enfin, elle avait 3 ans, 3-4 ans. Un truc avec The Rock. 4 ans, non, le vrai Jumanji. C'est pas le remake. Et elle avait adoré à l'époque. Mais il y a des films, voilà, quand elle grandit et qu'elle commence à comprendre et qu'elle y repense la nuit, elle fait des cauchemars, elle voit, tu fais peut-être un peu d'accord. plus attention en grandissant. Bon, pardon, je fais une parenthèse parce que c'est le fil rouge de ce podcast. Ne me dites pas que vous n'avez pas aimé le reboot par remake, vraiment, Mad Max Fury Road. Ah si. Ah si. Incroyable. Mais ouais. Non, mais juste pour savoir à quel point vous êtes. Mais si. Non, Mad Max. En même temps, c'est George Miller qui Oui, reprend d'accord. et tout ça. Ah non, c'est. Non, mais il y a quand même des choses bien. On n'aime pas que le vieux cinéma. Beaucoup. Et en plus, c'est pas le vieux cinéma des 90. Non, c'est le vrai cinéma. Voilà. Waouh! Oh, drop the mic, c'est fini. Et voilà, Bocal, c'était terminé, au revoir. Je vais pas faire un drop mic, c'est pas mes micros. Vous n'avez pas le visuel, mais à ce moment-là, Sébastien raye. C'est la seule que j'ai rayée sur le conducteur en plus. En plus, j'ai rayé la suivante. C'est merde. con, hein. Un morceau ou un groupe à recommander de musique. Ouais, alors. Ouais, t'as pris des notes normalement. J'ai Vous pris des avez notes, pas alors semblant de c'est pas pas les lire. exactement ce que t'as demandé, mais. Oui, c'est vrai. Mais alors, je vais dire mon album de l'année. Vas-y. Mon album de l'année, pour l'instant, c'est Fuse de Everything But the Girl. Ok. C'est leur nouvel album. Je crois qu'ils n'ont pas fait un album depuis 99 ou un truc comme ça. Et toi, Ok, Paul? ok. La question, c'est ton truc favori de l'année, c'est ça? Ouais, le morceau que Favori. t'écoutes en boucle ou un morceau, un groupe à recommander. Je sais pas du tout avec le recul si vraiment ça fera date dans mon esprit, mais je sais ce que. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est sorti dans l'année, hein. Ça peut être un vieux truc que t'écoutes et que t'as envie de C'est ton recommander. truc du moment. Ouais. Ok, alors ce que j'écoute. Truc des années 90. Je suis revenu sur, à mes amours métal, comme très souvent. Et là, j'écoute en ce moment un truc qui s'appelle Slaughter to Prevail. Slaughter, vous avez le mot, je crois que ça veut dire assassin, je suis même pas sûr. Il nous prend de haut, comme si on était obligé de parler anglais. Massacreur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un groupe de métal très très hardcore oui. Ok. qui a un certain succès. Peut-être que vos esprits de jeux vidéo, ça va vous parler. Est-ce que vous voyez maintenant la Slaughterhouse Doom, le Doom, le remake qui a été fait, pas éteindre, un petit peu les Doom récents. Ouais, mais pas la Je musique. suis pas trop Doom. J'ai Ouais. pas. Vous voyez pas la musique? Ok. Non. Bon, c'est un truc très vénère. Voilà, un russe qui pète des câbles, tu le vois, qui se tape le micro sur la tête en concert et qui est jusqu'à saigner. Donc Oui. c'est vraiment très, comment dire, Violent. inhumain, pas de mélodie, machin, mais c'est des trucs que j'adore me mettre. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'écouterai ça encore dans 6 mois, mais là en ce moment, tout le temps, je me le mets. Bah, tu pourras le réécouter parce que ce sera dans la BO du mois, du coup, C'est vrai qui sortira voilà, d'ici 15 jours. Donc, on mettra ce morceau. Vous avez Et pas pareil, été... ce dont tu parlais, Grégory. Bah, c'est ton choix, écoute. Les auditeurs pourront la zapper s'ils veulent dans la playlist. Ils ont Non, le choix. jusqu'au bout. Passer à la suite. Mais ça fera partie de l'émission. Pour revenir à Reims, est-ce que vous avez de bonnes adresses à conseiller? Ah ouais, en bonne adresse, ouais. Bouffe, pas forcément. Comme tu veux. Des bonnes C'est vrai. adresses. La Fnac, si tu veux. Bien. Alors, moi, ce sera l'Occasion Café. Ouais. Ok. Voilà, qui est juste avant ou juste après, ça dépend où on se situe, Ça du dépend Pont de dans quel Vel. sens tu viens, ouais. Voilà.
Voilà, petit café où ils servent du très bon café, où ils sont super sympas. Voilà, exactement, ouais, qui est presque collé, qui est juste à côté, quoi. L'occasion café. Ouais, l'occasion café. D'accord. Je vais y bosser en fait pour faire du télétravail. Ah, je croyais que tu faisais des extras pour. Non, mais j'ai fait une petite expo là-bas. J'ai des affiches qui sont en vente là-bas. Mais je vais aussi y travailler. C'est des amis, c'est devenu des amis maintenant. Voilà, l'occasion café. Sinon, ouais, au tablier, Ouais. au Shinzen. Faut savoir que le Shinzen, d'ailleurs, le chef du Shinzen, c'est le chef sushi qui était chef sushi au Matsuri D'accord. Oui, c'est vrai. Oui. il y a très longtemps. L'un des premiers restaurants de sushi. Bah, sur je crois, Matsuri. ouais, si c'est pas le. Ouais, ça a dû être le premier. En tout cas, l'un des plus gros. Et après, le disquaire, My Little Sound Shop au Shed. D'accord, oui. Très bien, il est super sympa. Voilà, et comme j'adore les disques. Voilà, il est très L'objet bon toujours, conseil. on y revient. Ah bah ouais, c'est clair. Ok. Paul, tes bonnes adresses. J'ai bugué sur un truc, mais faut le croire. Des bonnes adresses. Il y en a, c'est quand même. Ouais. La Sèche champenoise, je vous recommande. Oui, bien sûr. Faut être accessible. Non, moi j'adore. Tiens, l'atelier Mala. Ah ouais, moi j'adore. Eh ben, on m'en a parlé le mois dernier, dans le dernier podcast. Ouais, tu peux y aller. Hein. C'est de la cuisine sichuanaise, je crois que c'est Ouais, ça le nom. ouais. C'est une région de Chine, si j'ai bien compris. Mais je crois que c'est une chaîne en fait. Je pensais que c'était pas une merde. chaîne et l'une de mes nièces m'a dit ah il y en a un à Nîmes. J'ai fait putain quoi oui. En fait c'est pas un restaurant rémois. Ah mais j'y vais plus. Non. C'est dégueulasse, Merde. non, mais vraiment bon, donc ils font leur pâte eux-mêmes, si j'ai bien compris. Ouais. Et voilà, il faut faire attention au piment parce que, genre, même si t'en mets un petit peu, ben, c'est en fait très très fort. Ouais. Il faut aimer ça. Donc, ouais, ça vraiment. Mais je recommande aussi. Ouais. Très Je bien. surkiffe. J'aimerais bien recommander un ramen, mais tu vois, il y en a plein qui ouvrent en ce moment. C'est un peu le nouveau truc à la mode. Ouais. Il y a rien qui m'a. Je suis désolé si on fait mauvaise pub, mais alors le dernier ramen qui a ouvert, c'est juste une catastrophe. Ouais, Je dis pas ça parce que je suis allé au Japon plein de fois, mais c'est juste lamentable. Marak, le pauvre, s'il écoute. Non, alors vraiment, il faut. Donne des actes de. Justement, mais je lui ai dit en fait, en plus j'y suis allé et je lui ai dit à la fin du repas que vraiment ils avaient oublié le goût en fait. Oh. Ouais, ils l'avaient pas. C'est apporté. ça pour toi un conseil pédagogique? Non, je l'ai pas dit comme ça, mais c'était limite bouillon, honteux, c'est de en fait. merde. Je me demandais s'ils avaient, vous avez des papilles gustatives ou, mais en même temps, faut oser sortir ça. Enfin, même si tu fais un comparo, enfin quand tu ouvres un resto de ramen, c'est que t'aimes les ramen et c'est que t'en as goûté, c'est que tu connais le goût, la saveur, enfin tu connais la chose quoi. Et quand tu sers ce qu'ils servent, tu te dis mais vraiment il y a un monde là entre les deux. Si moi dans ma petite cuisine, je suis limite, je vais faire mieux que ce que vous. Le secret du ramen, c'est le bouillon. En fait, il garde toujours un fond de bouillon. C'est toujours le même bouillon depuis des années. Et ouais. Il rajoute à chaque fois un petit peu. C'est ça Là, je le pense vrai que c'est secret du ramen. Là, il le jette tous les soirs. Les enfants, un autre. Tiens, dans un aspect moins respectable, dans les buffets à volonté, j'adore le fei-fei. Non, je connais pas du tout. Je connais chez Vincent qui a des produits de bonne qualité pour un truc à volonté, qui est pas mal. Mais non, ça, celui-ci, je connais pas. Ok, c'est en zone évidemment commerciale, hein, comme très souvent. Comme très souvent. Hein. Non, le centre-ville se regarnit de plus en plus. Il y a de plus en plus de magasins. Ouais, je croise les doigts. Vraiment. Ouais. Faudrait qu'il ait une vraie seconde vie en fait. Erlon, je pense qu'on peut laisser tomber, mais tout ce qu'il y a. Ouais, Erlon, c'est barre. Ouais, mais entre Erlon et Place du Forum, ça se repeuple bien. Ah, et j'ai découvert récemment près de là où on travaille, justement, donc le pont qui mène à l'avenue de Lan, un truc qui s'appelle O Sushi, je crois. Donc, attention, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Eat Sushi, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un truc qui vient d'ouvrir, donc c'est vraiment juste. C'est le truc sushi de Otakos. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un truc d'escape game là, je sais pas si vous voyez à cet endroit, c'est juste à côté. Oui, d'accord, je vois. Vraiment très, très bien. D'accord. Et est-ce que vous avez également une initiative rémoise à mettre en avant? Oui, le Slow Market. Slow Market, tu fais semblant de réfléchir que tu l'as noté. Ouais, exactement. Parce que je voulais parler du Gabarit Fest et je me suis dit que ça sert à rien que je parle du Gabarit. Puisqu'il sera passé quand le podcast sortira. Voilà. Mais on en a parlé, rassure-toi, dans le podcast précédent. J'ai entendu. Ouais. Non, Slow Market, c'est très bien parce que c'est des passionnés. À la base, c'est passionnés de la fripe. Et ensuite, ça c'est. J'espère que je dis pas de bêtises, donc j'espère qu'ils vont pas m'envoyer un mail pour me dire t'as vraiment raconté que des conneries. Un erratum. Eva va juste me défoncer. Non, mais voilà, maintenant ils accueillent plein d'artistes c'est très différent. Hein. Voilà, il y a des fripes, il y a plein de choses, il y a plein d'événements tout au long de l'année. Donc c'est toujours en plus dans une ambiance qui est vraiment cool. Ouais. Donc c'est un local qui existe. C'est même pas un local parce qu'en plus ils bougent. Là, ils ont eu une boutique éphémère à côté de l'hôtel de la. C'est quoi? C'est
C'était à côté du tribunal. À côté du tribunal, voilà. Ouais, ils ont eu une boutique éphémère sur 2 longs moments. Sinon, c'est à la petite halle et peut-être dans un autre endroit que je ne peux pas dire. Ok. Il y a plein de petits marchés comme ça. Voilà, ouais, c'est vraiment Sur éphémère. Enfin, ça bouge de temps en temps. Voilà. Faut juste se tenir au courant. Comme beaucoup à Reims, faut se tenir au courant, faut être actif de trouver quelque chose. Mais joli rebond sur le dernier podcast. Je vois que tu essaies de donner des indices pour dire que tu l'as écité. Mais en fait, moi, j'ai participé à un truc il y a longtemps qui s'appelait Sortir à Reims. Et celui qui a monté Sortir à Reims, c'était son truc, c'est que lui, il est venu habiter à Reims et c'est tout de suite ce qu'il a entendu. C'était quelqu'un qui aimait bien les soirées et tout ça. Et il entendait tout le monde dire mais en fait, il se passe jamais à Reims. C'est exactement ce qui a motivé Bocal. Ben voilà. Et lui, il s'est dit ah putain, je vais faire un magazine. Donc il a fait un magazine gratuit qui a duré ce qui a duré. Moi, je l'avais mis en page, c'était rigolo. On avait fait des vidéos pour Sortir à Reims. Puis après, il s'est barré, il a fait d'autres choses. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Et en fait, en faisant le magazine et les vidéos, on se rendait compte qu'il y avait énormément de choses en fait à Reims. C'est juste qu'il fallait se bouger. C'est ça. La communication est assez mal foutue. Voilà. Paul, l'initiative. Pardon, excuse-moi. Ouais. C'est un des gros problèmes. Écoute, moi je vais défendre ma part. Évidemment, j'allais y venir, mais tu peux, oui. Donc, moi, quelque chose qui a changé. La Fnac. La Fnac, Tillois. Prenez la carte adhérent. 30 € pour 3 ans dans. N'hésite pas, faut le garantir. Ouais. Pour 6 mois. Non, donc en fait, quand je me suis lancé sur YouTube, ça a été très compliqué pendant longtemps parce qu'il a fallu que je trouve, parce que je travaillais chez moi, tu vois, j'ai pas compris que c'était important de respirer, d'avoir un endroit ailleurs. De garder ce lien social avec des collègues, etc. J'ai découvert la Capsule. Donc, il y a une association qui est présente depuis 2012, qui est un espace de coworking, donc qui a commencé dans un bar. Et ensuite, l'espace se trouvait à la CCI, qui a déménagé depuis. Ouais. Et voilà, donc c'est un endroit, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt, où on peut aller pour bosser pour pas cher, parce que c'est associatif, géré par des bénévoles. Donc, c'est vraiment très peu cher, genre à peu près 2 fois moins le prix du marché. On a des espaces les moins chers de France. Et là-bas, en fait, il y a une bande qui s'est créée. Pour moi, je me suis vraiment découvert une seconde famille avec plein de gens qui ont leur métier, autant salariés télétravail qu'entrepreneurs. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, tu ne peux pas t'engueuler sur le travail, tu ne fais pas le même. Ouais. Au contraire, on s'enrichit parce que chacun a des compétences différentes. Et donc, ça m'a tellement plu que, au bout d'un moment, ils avaient besoin d'un président pour gérer l'association. Et donc, je l'ai prise, j'ai formé une équipe. On a déménagé donc récemment, rue Franklin Roosevelt, en face du lycée. Excellent. Voilà, Okay. et là, on a vraiment pu être chez nous. On a trouvé un nouveau modèle, on a vraiment énormément amélioré l'espace et on est vraiment chez nous avec les horaires qu'on veut et tout, parce qu'on n'avait pas beaucoup de liberté à la CCI. Il fallait qu'à 19h, tout le monde soit parti, par exemple. Là, on a le soir, donc on peut organiser des soirées, des machins. Et c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire à la fois un endroit où on travaille, c'est la base, juste sortir de chez soi, bosser et rentrer chez toi et bien différencier le lieu de travail et le lieu de vie. Et en même temps, du coup, on organisait des soirées, des pokers, on avait fait un LOL qui ressort versus Capsule, on avait fait des loups-garous, j'ai lancé un ciné-club, des trucs comme ça. Donc, une espèce d'émulsion comme ça de gens qui ont envie de partager leur passion. C'est ce qui manque dans les entreprises. Pardon ? C'est ce qui manque dans les entreprises. Ouais, grave. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une journée gratuite. Le mec qui est vraiment sa cam. Non, mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui change la vie et chacun. Parce que quelque chose qui est dur dans ce milieu-là et même globalement dans la vie, c'est la solitude. C'est quelque chose qui touche énormément de gens et notamment en vieillissant. Parce qu'en vieillissant, tu finis par avoir que 4 collègues et en fait, c'est très dur de sortir de tes cercles, tu vois. C'est parce qu'on est vieux. Quoi ? C'est parce qu'on est vieux. Non, mais pour moi et pour tout le monde, tous ceux qui sortent des études, dès que tu sors du lycée d'ailleurs, tu captes d'un coup que waouh, l'obligation de tous se réunir à un endroit, elle n'est plus là et donc d'un coup, c'est plus dur de rencontrer les gens. Et ça, pour moi, ça a été une vraie difficulté. Et ça permet vraiment de retrouver ça, quoi. Parce que vraiment, tu sais, c'est pour ça que tout le monde utilise Tinder pour trouver quelqu'un, pour se mettre en couple. Parce qu'en fait, c'est trop dur de sortir de sa bande d'amis et c'est trop dur de sortir de ses collègues, tu vois. Tandis que là, vraiment, ça enlève ça. Tous les ans, tout le temps, il y a des nouveaux qui arrivent et tu as ce bonheur d'avoir... Il y a un lien entre Tinder et la Capsule ? Il y a des couples qui se sont formés à la Capsule et il y a même eu un bébé né non pas dans la Capsule, mais grâce à une rencontre. Un bébé Capsule. Donc voilà, si vous êtes en galère, n'hésitez pas. Et donc ça s'appelle la Capsule, on mettra les liens. Pour conclure, alors très rapidement, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, je suis désolé, mais une question à laquelle je tenais pour terminer cette émission. Est-ce que vous êtes heureux ? Oui. On va répondre à 3. Attends. Avec tout ça. À 3, je peux faire un cut, c'est pas grave. Ok. 1, 2, 3. Oui. Eh ben c'est parfait. C'est personnel.
Merci d'avoir écouté Bocal. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous en notre compagnie. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez le podcast. Si ça ne vous a pas plu, partagez le podcast à des gens que vous n'aimez pas. Moi, ça me va également. N'oubliez pas de suivre Bocal sur Instagram pour prolonger l'aventure avec nous. Ne rien manquer de l'actualité culturelle rémoise et des concours. On se retrouve très vite pour la bande originale d'octobre et le mois prochain pour un tout nouvel épisode de Bocal avec de nouveaux invités. C'est tout pour aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Rien se donne à celui qui le veut bien. Je vous laisse le mot de la fin. Chaise. Ok. Tabouret. On reste Vous êtes vraiment liés. Ouais. Merci et au mois prochain. Merci Seb. Merci beaucoup.